Ben bonjour tout le monde. Ça va-t-il? Non, c'est... Oh, j'ai l'impression que c'est l'heure de la Meurienne un peu là. Hein? Pas facile hein, à 3 heures de la Véproye de se mettre dans le coup, mais en plus quand on a des sièges qui sont bien agréables comme ça, c'est pas évident de... Va falloir tenir le coup. Hein? Alors, messieurs, dames, je me présente quand même, à vous aussi. Roger Pidget, animateur vedette de tvn.com, télé locale. Mais bon, là, on va bouffer le groupe Bolloré d'ici pas longtemps, hein, de toute façon. Voilà, on prend des petites parts. On a commencé à Redon, Pays de Vilaine, puis bah, là, on arrive déjà sur Pays de Castomberg, Vannes, et puis après Brest et l'Amérique, quoi. Donc, pour l'instant, nous, on va faire déjà l'émission ensemble, mais on va avoir besoin de plans de coupe. Parce que comme on a 3 caméras avec, il y a René qui est là, merci René d'ailleurs pour la caméra. On a Gilbert, on aura 3 caméras et ça va être filmé. Et ça, et ben après, vous pourrez le montrer, par exemple, le soir du repas de Noël. Vous n'aurez plus grand-chose à vous dire. Vous direz, ah bah tiens, on va aller sur la chaîne de YouTube de Vilaine et vous pourrez regarder l'émission. Et vous pourrez dire, moi, j'y étais. Voilà, vous pourrez faire un peu les croneurs, quoi. Mais nous, comme là, on va pas pouvoir tout le temps vous filmer, donc là, on va garder les lumières là et on va faire des plans de coupe. Ça veut dire que des fois, on n'aura pas tout le temps vos réactions en direct, donc on va les préparer déjà d'avance. Donc par exemple, celle-là, c'est facile, et à tout ensemble, vous allez faire un grand youpi de joie qui va nous permettre nous, de le mettre 2 fois, une fois qu'ils auront dit quelque chose, qu'on aura envie de dire youpi, d'accord? Alors vous êtes prêts? Alors il faut envoyer, hein? 1, 2... Alors faut pas dire à 2 fois. Bon, ça dans le plan de coupe, c'est galère. Après, Gilbert, il est pas content. Mais moi, je fais mine. C'est vrai, j'ai pas tout expliqué. Hein. Alors, je fais 1, 2, 3, et à 3, vous dites youpi, d'accord? On est prêts? Youpi! Oh, j'ai parlé. On refait une fois, on refait. Youpi! Super, on en a d'autres, celle-là, ça sera... peut-être qu'il y en a un dans le groupe qui va chanter. On ne sait pas. On ne sait pas dans les émissions comment ça se passe. Donc là, c'est ensemble. Ça marchera aussi s'il y a des blagues qui sont dites. Hein, on verra. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les directs. J'en ai 22 des trucs, mais on va pas tous les faire. Hein. Celle-là, elle est bien. Tout simple. Alors, on va le faire graduellement. On peut en faire un avec un rire gêné. Hein. Le rire gêné, il est sympa. 1, 2, 3. Là, c'est le monsieur derrière qui fait bien. Ouais. Et puis alors, le rire bien grand, quoi. Content, quoi. Hein. On y va? Vraiment une bonne blague avec même, on peut le faire graduellement là aussi. Vous avez compris et c'est après 2 secondes que vous comprenez vraiment ce qu'il a dit. Ça sera sans doute quand ça vous arrivera dans l'émission. Hein. Vous en faites pas. On le refait une fois. Extra, très bien. Alors celle-là, ça va être quand il y a un moment dans l'émission, vous savez, dans toutes les émissions c'est pareil, il y a un moment où ça va être, on va parler catastrophe, hein, c'est normal, donc voilà, ça va être terrible, et donc là, là c'est le désastre, quoi, donc là, ça... Oh là, on le refait, alors attention, ah non, attends, je le refais, attends, pour être synchro. T'es bien, Gilbert? Bien, ils sont bien. Et pour celles vraiment où ça marche bien, bah c'est un applaudissement avec... Et puis on va le faire pareil graduellement, avec des applaudissements fournis, contents, et après une standing ovation, d'accord? Hein, on fera ça, dans le montage, ça sera impeccable. Alors, premier applaudissement. Juste un peu plus soutenu maintenant, là, parce que vraiment, vous avez trouvé que c'était bien ce qui avait été dit. Et là, bah là, standing ovation. Ah ouais, attends, j'avais oublié qu'on était à Questembert. À Questembert, tout le monde n'est pas bilingue. Standing ovation, ça veut dire qu'on se lève et on applaudit tous ensemble. Hein? Donc, désolé, ça c'est le parler des States et de Paris. Quoi. Donc je vous la refais.
Donc standing ovation, ça veut dire vous vous levez, vous applaudissez comme si que ça c'était super, d'accord? On la refait. Et la dernière, elle est bien. Ah non, j'ai une avant-dernière. Celle-là, c'est faite mine de rien. Voilà. Si c'est possible de bien faire mine de rien, tu filmes bien quand ils font mine de rien, tu vois. Hein, tu fais des gros plans de ceux qui font. Non, tu fais pas mine de rien, tu rigoles. Donc fais mine de rien. Voilà. C'est bien. Et ils sont bien même. Ils ont l'air même plus intelligents quand ils font mine. C'est bien ça. Tac, voilà. Ça c'est bon. La dernière, celle-là quand même. Quand on va être obligé de dire que l'émission s'arrête parce qu'on est arrivé à la fin, là vous n'êtes pas content quoi. Ouh, remboursé. Très bien, impeccable, voilà. Et ben on les a tous. Ah non, il y a celle-là quand même. C'est la toute dernière. Je vous l'ai faite celle-là ou pas? Oui. Et ben ça alors, si? Ben ça alors, non on l'a pas faite. Bon, on se la garde. Celle-là c'est vraiment quand vous direz un truc où vraiment les gens ils veulent pas croire que ce que vous dites c'est vrai. Ça sera bien au montage ça. On y va? Vraiment le truc. Ah bah ça alors. Hein? Attention. Alors ça c'est bien. Bon allez, c'est bon, voilà. On est là tous. Ben, maintenant on va démarrer l'émission. Générique. Générique. T'as pas le générique? Eh ben tu fais le générique à la bouche. On vous laisse saluer, bonjour, j'ai fait on se dépêche, on se dépêche. Le direct va commencer là, on va commencer l'émission en direct. On est prêts? Générique. Applaudissements. Tadam! Bonjour à tous, bienvenue à Chestambé communauté avec du beau monde, du beau gratin qui est là. Vous êtes en compagnie de Roger Pidgey, l'animateur vedette de tvn.com. Dans la Vépraille, eh ben on va en faire des choses. Ah tiens, j'enlève ma montre parce que ça fait du bruit, c'est mes médicaments. Voilà, alors je pose ça sur le côté, on garde. Donc on va passer une heure ensemble dans la Vépraille pour eh ben parler d'une question quand même qui est pas simple. Qui va se trouver juste là, tac, derrière l'écran. Hop. Comment qu'on va réussir une transition écologique socialement juste dans les territoires ruraux? Eh ben, ça, c'est une question. Alors là, on mettra... Oh là là. Vous pouvez le faire aussi. Alors, eh ben, pour ce faire, on a ici du beau monde, du bien beau monde qui est là pour parler de ce sujet. Eh ben, on est benes de parler de ça dans le cadre du projet climat du pays de Questembert. On va faire, parce qu'on m'a parlé d'égalité femmes-hommes, on va commencer par une femme, après un homme, après une femme, après un homme, après une femme, après un homme. Alors, on va donc directement vous accueillir de Dominique. Dominique, alors je suis allé sur l'internet pour avoir des choses sur vous, pour vous présenter, parce qu'on m'a dit ça serait bien que tu te présentes. Alors il n'y a pas d'autres personnes qui s'appellent comme vous, Dominique Piriot, parce que des fois il y a des homonymes. J'ai trouvé qu'une dame qui était bûcheronne. Voilà. J'ai trouvé que ça, et ça tombe bien parce que c'est vous a priori. Voilà, ben ça tombe super bien, vous pouvez prendre le micro si vous voulez. Alors, Dominique, pour présenter Dominique, moi ce que je peux vous dire, c'est que c'est la première fille, vous me dites si c'est vrai ou c'est faux après, hein, première fille qui a été bûcheronne de France. Alors que c'était pas ce que tu voulais, enfin si c'est ce que tu voulais faire, mais en tout cas t'es arrivé dessus comme ça quoi, hein, t'es arrivé sur le métier, tac, pour être bûcheronne. Et après, eh ben, c'était le début de ton amour pour la forêt. Est-ce que c'est pas faux quand je dis ça comme ça? C'est un peu faux. Ah, c'est un peu faux. C'est un peu faux. Faut pas croire tout ce que dit Internet. Hein. C'est pour ça que je préférais te dire, tu vois, si c'est vrai ou c'est pas vrai. Oui, c'est un peu faux. Oui, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Et puis après... Non, la seule différence, c'est que mon amour pour la forêt est venu avant, avant de devenir bûcheronne. Alors la première bûcheronne, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai été la première à faire une formation en bûcheronnage, puisqu'elle était fermée également aux filles. Et ce qui tombe bien, c'est que tu t'appelais Dominique. Comme elle s'appelait Dominique, elle a fait croire... Ma mère avait prévu le coup. Ouais, je suis sûr qu'elle avait prévu le coup. Et après ça, bah, donc tu as fait plein de trucs, tu as bossé dans tout l'univers de la forêt, pour arriver après dans le pays de Vannes, et puis
t'intéresser un peu à la politique, hein, parce que là, on a pas mal de gens qui s'intéressent à la politique. Ça va être intéressant dans la question qu'on va poser là. Et puis tu t'es intéressé et tu as créé une association qui s'appelle Climaction, où tu as fait un sacré dico, là, un truc. Si vous avez vraiment une maison qui est pas droite, eh ben, ça fait un bon cal pour les tables. Hein. Franchement, t'as vu un peu le truc, il y a au moins 300 pages. Au moins 300 pages, ça cale bien un meuble, puis ça permet en parallèle d'accompagner des habitants du Morbihan, mais également des autres départements, puisque ça ne s'adresse pas qu'aux Morbihanais, qui veulent agir face au changement climatique, qui ont besoin d'informations, qui ont besoin de conseils, et qui ont besoin d'adresses aussi peut-être sur l'énergie, sur les déplacements. Donc il y a beaucoup de structures dans notre département, et on a été obligé de limiter le nombre d'adresses. On s'est limité à 800 contacts, alors qu'au départ, on en avait 2500. Ça montre la richesse, le dynamisme de notre département. Puis les autres départements, je pense que c'est la même chose. En Bretagne, super. on est dynamique. J'ai pas dit trop de bêtises, ça va? Non, pas trop. Bon, pour l'instant, ça va. Impeccable. Est-ce que vous voulez rajouter un petit quelque chose? Tu veux rajouter? Non, pour l'instant, ça va. Impeccable. On pourra discuter de ce que tu as pu faire après sur le pays de Questenberg. On continue le tour de table avec Laurent. Laurent Aou, on peut choisir Laurent Lavéry, qui est là pour nous faire le plus grand plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Laurent, toi, on peut dire, est-ce que si je dis que tu es climatologue, c'est bien, ou est-ce que je dis plutôt que tu es spécialiste en paléo-océanographie? Tu préfères quoi? Non, le paléocéanographie, c'est une petite tranche en fait de... Tant que climatologue. Et paléo, ça veut dire simplement qu'on s'intéresse à l'évolution dans le temps. Donc les avant, pendant, après et les conséquences. Ah, c'est marrant parce que le paléo, moi je le voyais que derrière. Non, Ouais, derrière nous, alors que ça peut être devant nous le paléo. D'accord. Comment on sait comment le climat va changer? C'est à partir de ce qui s'est passé avant. D'accord, donc toi ça a été ton boulot de tout le temps, et je pense qu'il y a du boulot hein, en ce moment. S'il y a des gens qui veulent être climatologues, ça doit embaucher pas mal parce qu'il y a du boulot quand même là, en ce moment. Je pense qu'en France, je suis un des plus vieux, oui, parce que j'ai fait ma thèse en 1970. Alors, Ah, il y en a plus? Il n'y a plus de climatologues? Si, mais ils sont plus jeunes. Ah, ils sont plus jeunes, d'accord, mais donc il y a comme ça embauche. Ouais, voilà, toi tu es paléontologue, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur toi autrement? Que tu as donné plein de cours, que tu as fait partie du GIEC. Le GIEC, alors, c'est marrant parce qu'on dit tout le temps GIEC. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que ça veut dire? Là, comme ça, vite fait, tac. Allez-y. Ça veut dire quoi, le GIEC? GIEC, alors voilà. On le dit tous les jours et on ne sait pas ce qui se cache derrière ça. Alors, j'ai rien compris. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est bon à peu près? Alors, groupement, c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il y en avait qui l'avaient ou pas? Non, voilà, bah donc c'est ça. Donc toi, tu as fait vachement partie de ce truc-là? Absolument, oui. Et tu continues toujours un peu? Et j'ai fait partie même du groupe en 2007 qui, par son travail, a obtenu le prix Nobel de la paix. Moi, là-dedans, j'étais un 2000e, parce qu'on était 2000 à travailler. Le GIEC, c'est vraiment des scientifiques bénévoles qui sont tous les experts au niveau mondial sur le changement climatique. Il y a un groupe par pays et on se met ensemble pour regarder toute la bibliographie, toute la science qui s'est faite dans les 4 dernières années, et on en fait un rapport de 2000 pages que personne ne lit à part les experts. Mais du coup, il y a après derrière un petit rapport résumé, mais qui est négocié là cette fois-ci avec les Nations Unies. Donc c'est beaucoup plus politique et c'est pas forcément l'analyse intégrale de ce qui est dit dans le rapport. Et là, il y a un peu plus d'élus qui lisent quand même, comme il y a moins de lignes, ils lisent un peu plus quand même là, à partir de ce moment-là, les politiques. Ben, ils lisent un peu plus, oui. Ouais, ils lisent quand même au moins le résumé, quoi. Oui. Bon, on aura le temps de parler de ça, justement, du lien aussi entre politique et acteurs sur le terrain. Et bon, sinon après, il y a d'autres trucs. Après, j'ai été élu adjoint à l'environnement à Arzon pour voir justement les problèmes concrets que posait le changement climatique. Et maintenant, je suis au Conseil breton pour le climat pour voir à l'échelle régionale. Donc, je m'intéresse vraiment. Je suis parti de l'échelle mondiale, l'échelle locale, l'échelle régionale. Et ma bagarre, c'est pour pousser les gens à se dire qu'à toutes les échelles, il faut agir. Super, merci beaucoup. Et ben on continue notre tour de table parce qu'on a plein de gens encore et plein de choses à se dire avec Joël. Joël Labbé, bien le bonjour. Joël, connu ici, c'est un peu ton fief presque, même si c'est L20.
c'est un peu à côté, quoi. Maire de Elvin, de Saint-Nolff, conseiller enfin général, on disait à l'époque, hein, on disait pas départemental, et après sénateur, et t'as même une loi à ton nom, quand même. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein, quand même. T'es un peu, pour nous, le truc qui... On dit, hey, nous, on a un gars dans le Morbihan, il a la loi à son nom. Il y a Molac et il y a toi. Hein, vous êtes deux, tu vois. J'avais un truc quand même que j'avais lu aussi, pareil, sur Internet, c'est que toi, tu t'es engagé dans la politique, notamment avec René Dumont. Est-ce que tu peux nous parler de ce gars-là et de comment il y a un moment où ça a fait tilt? En pas longtemps, mais un peu. C'est pas avec lui, mais c'est grâce à lui. Grâce à lui. En 1974, c'est la première fois où je votais pour des élections présidentielles. Et il y avait un candidat écolo que je ne connaissais pas. Je connaissais pas grand-chose à l'écologie, d'ailleurs. Et j'entends ce mec qui dit son programme, et tout de suite, je me dis, putain, c'est lui qui a raison. Donc j'ai voté pour lui, je me suis intéressé à ce qu'il a fait ensuite. Et puis j'ai lu les travaux du Club de Rome, sur la biodiversité de 1963, Suzanne Carson. Allez, attention, main sur les buzzers. Main sur les buzzers, 1963. Le printemps silencieux. Le rapport silencieux, tac, gagné. Voilà. Et depuis, donc j'ai été touché par les idées écologiques. Par la grâce. Et ça ne m'a pas quitté. Super. Eh ben, est-ce que j'ai à peu près tout dit sur toi là avec le temps qui nous est imparti? C'est très bien comme ça. Super. Eh ben, on finit presque le tour de table avec Cédric Villani. Bien le bonjour. Prenez donc le huchoir, voilà. Bonjour. Eh bien, c'est un plaisir et un honneur de vous accueillir ici. Tout l'honneur est pour moi. Oh, bah dis donc, alors là, là on mettra un oh là là dans le... Je mettrai sur mon CV, Voilà. J'ai été sur Tévilaine. Voilà, très bien. Alors, Villani sur Tévilaine, ça marche bien avec. D'ailleurs, je pense que officiellement, je t'offre un autocollant. Merci. On est de la même famille maintenant, tu vois. Villani, Vilaine, il y a quelque chose, il y a certainement quelque chose. Alors pour te Je verrai présenter- si ça marche bien avec sur le voilà, avec son le look. ton araignée. Voilà, exactement. Alors pour te présenter rapidement, quand même, deux belles médailles que tu as pour là, mais tu as quand même eu la Légion d'honneur. C'est pas donné à tout le monde non plus. Et puis tu as eu aussi l'ordre du mérite et tout ça, je crois bien, 2009-2011, pas mal. Député pendant pas mal, et puis bah, surtout mathématicien et académicien en ce moment. Prof. Et puis, Le plus beau, la Le- plus belle ligne du voilà. CV, c'est prof quand même. c'est ça, ouais, c'est le plus important. Et puis bah, j'ai remarqué, alors, donc toi, les calculs, tout ça, ça t'intéresse, mais j'ai regardé aussi dans ta bio, il y a un calcul que tu n'as pas bien réussi, je me permets de te le dire, c'est quand tu t'es mis avec La République En Marche, quand même. Ça n'a pas été le meilleur calcul. Oh là là. Ouais, ça sera la seule. Ça sera la seule. mais elle me fait rire. T'es un peu un salaud quand même. Oh, elle me fait Tu rire. savais à quoi tu m'exposais. Oui, mais ça m'a fait rire quand je dis, oh, je vais la faire. Ça a duré que 2 ans et demi. Après, Ouais. je suis passé chez les écolos. Ben voilà, bon calcul à ce moment-là. Oui, alors après, ça a causé ma perte électorale, hein, parce que si j'étais resté Ah bah, c'est pour ça. chez les anciens copains de En Marche, pour le coup, j'aurais été réélu en 2022. À 19 voix près, tu pouvais repenser. en Ouais, plus. il y avait 4 voix qu'on pouvait contester de bonne foi, 15 voix qu'on n'aurait pas pu contester, sauf à être de mauvaise foi. Tous les politiques de métier dans mon entourage, ils disaient conteste. Ouais, encore, ouais. Elle a dit non, Ouais. non, C'était- bah il a gagné, c'est comme ça, et ben Voilà. c'est la vie. Et ce qui est bien, c'est que ça t'a permis de revenir en Bretagne et puis de voir qu'ici, on est super bien ici. Hein. Ça a changé ma vie. Et ben voilà. Est-ce que j'ai J'aurais jamais connu Tévilaine sans ça. On peut dire merci Voilà. au macroniste qui m'a battu en 2022. Voilà, c'est dit, c'est fait. Est-ce que je fais un bon résumé C'est parfait. Impeccable. C'est le meilleur que j'ai eu de ma vie. On n'a pas sa carte de journaliste pour rien. Hein. Ah bah non, c'est dur, oula. Et puis on finit avec... D'ailleurs, là, c'est quoi la médaille que tu as sur le revers, là? Ça, c'est ma Légion d'honneur à moi. C'est une fanfare qui s'appelle les Ploucs, qui m'ont dit on te fait Plouc d'honneur. Donc voilà, C'est pas mal aussi. c'est pas mal non plus. Allez, on fait vite maintenant. On va avec le local de l'étape avec Boris. Boris le maire. Et ben comme ton nom l'indique, bah voilà, t'es le maire. Je me demande si c'est pas fait exprès. Il y a eu un truc prédestiné ou pas? Tiens, si tu veux donner le micro. Est-ce que c'est un truc qui passe de père en fils depuis plusieurs générations ou pas? Alors, il avait essayé, pas dans le coin, parce que du coup je suis pas originaire de la Bretagne, il a essayé, il n'a pas réussi.
Il a été plusieurs fois dans l'opposition, mais il a été conseiller départemental général à l'époque. Ah, général, d'accord. Voilà. Il y a un truc dans le sang quand même, quoi. Peut-être. Bon, super. Donc toi, ici depuis déjà un mandat. Alors c'est mi-mandat. c'est effectivement le premier mandat et sur le territoire depuis 18 ans. Impeccable. Alors on y va, on attaque maintenant, là on a fait assez de courbettes et de machins, on va dans le sujet. Le sujet c'est celui qui nous intéresse, comment réussir une transition écologique socialement juste en territoire rural. On va poser la question à tout le monde, mais la première c'est à toi parce que c'est quand même toi qui as voulu poser la question. Donc pourquoi tu as voulu poser la question à tout ce petit monde-là? C'est quoi pourquoi donc ça te surlupinait et que tu as essayé de poser une question aussi compliquée que celle-là? On aurait pu aller sur un truc plus simple quand même. Oui, alors pourquoi cette question? Ce matin, on a présenté le bilan. Le bilan à mi-parcours. Et du coup, ce qui me turlupine, comme tu le dis, c'est un joli mot et il est exactement là-dedans, c'est que quand on est parti en campagne et quand on a intégré Questenberg Communauté, mon objectif, c'était de se dire il faut faire des choses parce qu'on sait très bien que l'avenir est compliqué. Mais j'étais persuadé, avant même que les Gilets jaunes ne réagissent, que si on fait les choses contre les gens, ça ne marche pas. Et dans notre territoire, qu'on soit artisan, qu'on soit ouvrier, qu'on soit agriculteur, qu'on soit au chômage, qu'on soit une personne âgée à la retraite ou qu'on soit un enfant, en réalité, pour accepter de faire une transition, pour accepter de changer ses comportements, il faut qu'on y trouve son compte. Il y a quelques semaines, j'étais à Beaucouzé dans une autre rencontre politique avec des gens de toute la France. Et il y avait David Jays, qui est un essayiste intellectuel. Il disait, en fait, il y a plein d'endroits où ça coince. Et quand ça coince, c'est parce que en fait, les gens n'ont pas compris ce qu'ils avaient à y gagner. Et en réalité, comme faire une transition, ça veut dire perdre un petit peu. Perdre de sa liberté de se déplacer, perdre la liberté de pouvoir avoir accès à des choses qui étaient faciles avant. Par exemple, se déplacer très très loin, ça va être de plus en plus dur. Et donc, à chaque petite transition, chaque petite évolution qu'on va devoir avoir à faire dans notre vie, eh ben, il faut qu'on y trouve notre compte. Et l'objet, c'est qu'il faut que ça soit socialement juste. Parce qu'en plus, quand on regarde les résultats, et là, Laurent pourra éventuellement nous en parler, sur la planète, tous ceux qui vont subir les dégâts du changement climatique, c'est toujours ceux qui sont en bas. On a un problème sur l'alimentation mondiale, c'est les agriculteurs qui souffrent. On a un problème sur le dérèglement climatique où il fait trop de pluie, par exemple. C'est jamais les gens qui ont énormément de patrimoine parce qu'eux, ils sont toujours dans des endroits où ils sont protégés. Et c'est toujours les habitants. Et donc, en fait, toutes ces transitions, les conséquences seront toujours plus fortes pour ceux qui la subissent parce que c'est ceux qui sont sur le terrain. Et du coup, il faut que les choix qu'on va faire, les décisions qu'on va devoir prendre, il faut qu'elles soient justes pour eux parce que par ailleurs, c'est eux qui vont souffrir le plus. Donc voilà, c'était ça qui m'a turlupiné. Et donc, quand on a préparé cette table ronde avec Roman, on a tortillé cette question dans tous les sens. Et c'était la formulation la plus condensée qu'on ait trouvée. Eh ben, on attaque un peu pour avoir des éléments de réponse. Laurent, est-ce que tu serais prêt à démarrer un peu par rapport à ce sujet-là? Parce que tu disais justement que vous avez sacrément bossé avec le GIEC, mais qu'en même temps, moi, ce que j'entends, c'est que ce boulot-là, il n'est pas entendu. Alors, est-ce que tu peux un peu, à partir de ce que je viens de te dire, et cette question-là, nous parler de ton sentiment à tout ça? Vous me donnez une minute, Attends, une heure Alors, écoute, on a marqué sur le truc 8 minutes 37. Pour cette question-là? Ouais, génial. Alors, non. on avait précisé la première question qui était de dire plus. où est-ce qu'on en est des enjeux mondiaux, des enjeux locaux, et est-ce que cette question, elle est légitime en réalité? Bon, donc Allez, plus clair, c'est plus clair, c'est bien. Ok, alors, ce que je voudrais dire déjà, c'est qu'il y a quand même un avertissement. Le changement climatique s'accélère et va s'accélérer de plus en plus et va poser d'énormes problèmes pour un grand nombre de communautés. Mais a priori, on n'est pas dans les communautés qui seront les plus impactées. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment autour de la Méditerranée par rapport à ce qui se passe chez nous. On n'aura pas des Valences avec les inondations comme il y a eu il y a 15 jours, la semaine prochaine ou même dans 3 ans. On
on aura peut-être dans 100 ans, mais on n'en est pas encore là. Donc, et ça va dépendre de ce qu'on fait d'ici là. Donc, on est tranquille à peu près pour les excès chez nous, les excès les plus dramatiques. Ça n'empêche pas qu'on aura quand même des problèmes. Si on va plus au nord, bon, les Esquimaux vont avoir aussi des problèmes, parce que quand ils vont se balader avec leur traîneau, ben, il n'y aura plus de neige. Mais de plus en plus, ils remplaceront les motoneiges par des motos normales, et comme ça, ils pourront cultiver des vaches Holstein au sud du Groenland. Pour eux, il y a aussi du plus. Par contre, dans des tas d'endroits du globe, ça va être effectivement des conditions mortelles, et il y a plein de gens qui seront, soit ils mourront sur place, soit ils bougeront. Dans le sud de la France, mais ils commencent déjà, mes copains climatologues de Toulouse, ben ça y est, ils s'achètent des maisons en Bretagne pour l'été, parce qu'avoir 25 degrés toutes les nuits, ben, c'est pas agréable. Donc c'est simplement pour le confort. Ben, rien que pour le confort, ils viennent en Bretagne. Le problème, c'est que du coup, les prix des terrains montent. Et moi qui suis sur la côte, là, à Razon, ben, on voit des terrains qui maintenant sont à 1 000 € le mètre carré. Ben, les gens du coin ne peuvent plus les acheter. Donc ça pose des problèmes sociologiques, économiques. On n'en parle pas dans le PCET, on n'en parle pas de ces choses-là. Hein. Donc tout ça, c'est fait qu'on aura à gérer ces problèmes-là. Donc mon message, c'est 1, ça va changer. 2, la vie va continuer, et toutes les histoires écolo que tout va disparaître, la vie va disparaître, c'est de la foutaise. La vie, elle existe depuis plus de 3 milliards d'années, avec des conditions beaucoup plus chaudes que maintenant, avec beaucoup plus de gaz carbonique dans l'atmosphère, et la vie va continuer. Simplement, les régions les plus chaudes, ben, elles sont déjà tellement chaudes, il y a suffisamment de nuages, ça ne chauffera pas plus autour de l'équateur. Les régions les plus froides, ben, ça chauffait beaucoup plus, et ça va devenir des régions tempérées. Mais entre les deux, ça va changer le plus. Et donc, il faut s'adapter à ces changements. Donc ça, c'est le premier point. Pour s'adapter, ces changements, ils vont arriver très vite. On commence à voir les extrêmes climatiques qui vont être de plus en plus forts, les orages de plus en plus forts. Mais pour s'adapter, il faut savoir ce qui va se passer. Comme on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'actuellement la physique n'est pas capable de donner le détail, il faut se préparer à des éventualités. Donc la première chose à faire, c'est se dire, ben, chez moi, s'il y a une pluie comme il y a eu à Valence, l'eau, elle va couler de la colline, ou est-ce qu'elle va couler chez moi, elle va couper chez le voisin, la rivière est suffisamment lisse. S'il y a une canicule, réfléchir aux préventions. Est-ce qu'il y aura assez d'ombrage dans le coin pour s'abriter du soleil? Les villages de Provence, ils ont tous des petites placettes avec des platanes. Bon, ici, on n'a pas beaucoup chez nous, hein, dans le centre des villages. Donc ça, c'est 2 exemples. Est-ce qu'il y a une forêt qui n'est pas entretenue parce qu'elle ne rapporte pas et qui va prendre feu la première fois où il y a... bon, vous avez déjà connu ça, ces incendies. Bon, ça va se passer. Des vents à 250 km/h, ça va se passer. Est-ce que les toits, s'il y a un vent de sud ou d'ouest, parce que ça ne viendra pas de l'est, hein, qui arrive avec des vents de plus de 200 km/h, est-ce que mon toit, il tiendra ou est-ce qu'il ne tiendra pas? Ou est-ce que le toit de l'église, il tiendra ou il ne tiendra pas? C'est-à-dire qu'il faut se poser des questions concrètes, chacun chez soi, au niveau des municipalités, partout. Donc, savoir qu'est-ce qu'on risque. Mais pour savoir qu'est-ce qu'on risque, il faut savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, il y a l'éducation. Donc, il faut de l'éducation, de la formation. Il faut que tout le monde se dise, il faut se préparer. Il faut préparer les jeunes aux métiers du futur. Il y a tout un travail d'éducation énorme à faire. Et puis, donc, connaissance, mise en confiance, une fois qu'on sait gérer. Mais finalement, le climat, dans les 30 prochaines années, ça va devenir, en gros, ce qu'est le Portugal. Les gens sont parfaits ici, là. Donc, le Portugal, ils sont parfaitement heureux. Ils se sont adaptés depuis des centaines d'années. Eux, ils vont avoir le climat du Maroc. Eux, ça sera plus difficile. Mais nous, passer au Portugal, par contre, il faut s'adapter. Est-ce qu'il y aura assez d'eau? C'est quoi le laps de temps, là, quand tu dis... Ça peut être l'été prochain pour quelques mois, puis après on va repasser au climat de Vendée, puis après on va repasser... Tous, sur les 30-40 prochaines années, ça passe son temps à se balader, en montant petit à petit en température. Mais c'est ça la difficulté du jeu, c'est qu'on aura tous les climats en migrant progressivement vers le sud. J'ai fait une conférence plus à Saint-Nolf, non, c'est pas ça, à Elvin,
où justement on a discuté, on a basé ça sur la marge de l'ivrogne. Il faut vraiment imaginer le climat. Le climat chauffe de plus vers le nord, ben c'est pareil, c'est un ivrogne qui descend de plus en plus vers le sud en descendant en zigzag. Il monte un peu, il redescend, il monte un peu, il descend. Et au fur et à mesure de son trajet, il va vers le sud, mais avec des changements. Donc il faut vraiment s'imaginer, on est en train, un ivrogne qui descendant lentement vers le sud en oscillant nord-sud. Et c'est comme ça que le climat va bouger. C'est bien quand on a des images tout de suite, hein. C'est vrai, c'est plus clair, tu vois, c'est bien ça. Donc il faut se préparer, partager l'expérience, donner confiance aux jeunes parce qu'il y aura des opportunités formidables. Tous les métiers vont changer. Il y a un truc par exemple qui m'inquiète énormément. Dans 10 ans, on ne vendra plus un seul véhicule neuf qui marche au pétrole. Bon, ça veut dire que petit à petit, tous les véhicules à gasoil et à essence, ils vont perdre de la valeur. Les mécaniciens, ils ont intérêt à se reconvertir vers le neuf et apprendre à travailler sur les aspirateurs ou les moteurs électriques des plus grosses voitures plutôt que sur les moteurs à essence. C'est beaucoup plus simple, mais ça va se développer. Donc il faut se préparer à ça. On parle du chauffage thermique, le confort, etc. Tous nos artisans, nos bâtisseurs, on leur a appris maintenant à isoler, mais même dans vos plans, j'ai regardé, est-ce qu'on parle ventilation? Est-ce qu'on parle ombrage? Est-ce qu'on parle ces choses-là? Est-ce qu'on parle couleur des toits en Bretagne? Avec ces toits d'ardoise qui sont incroyablement sombres, qui absorbent la chaleur. Qui absorbent la chaleur, oui. Il y a tellement de choses différentes qu'il va falloir changer. Donc on va avoir besoin énormément d'artisans qui connaissent le boulot. On va avoir besoin... Ah, puis amener de la tuile en Bretagne, ça va peut-être faire... Ouf, je suis pas sûr que ça passe, ça. Je crois que j'ai fait un peu de... Mais ça veut dire que, quand même, quand tu dis ça, ça veut dire qu'il faut... Alors, tu parles de prévention, mais ça veut dire qu'il faut aussi faire changer de mentalité, parce que rien que là, le dernier exemple où on rigole un peu, les histoires d'ardoise, même si notre ardoise ne vient plus du tout du coin, eh ben, ça fait partie pourtant aujourd'hui d'une certaine tradition du patrimoine. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a pas longtemps, avant les toits en ardoise étaient réservés pour les maisons de riches dans les bourgs, mais sinon c'était des toits avec de la paille. Ah bah voilà, t'as la réponse. Voilà, on a la réponse. Donc il y a un siècle, ou 150 ans, je crois que c'est les assurances, d'après ce que j'ai entendu, c'est les assurances qui ont dit obligatoire les toits pas en paille parce que ça brûlait trop. Et donc c'est eux en Bretagne qui ont rendu obligatoire les toits en ardoise. Donc c'est une histoire de fric, hein, c'est rien d'autre. Hein. Eh ben, bon bah si vous voulez vous remettre avec des toits en paille, c'est le moment. Non mais on peut, ne serait-ce ce qu'on fait sous SR, peindre les toits en été en blanc, avec la peinture du blanc d'Espagne, là, ou du blanc de Chaux, et puis laver par les premières pluies à l'automne, mais au moins pendant tout l'été, au lieu que le toit soit à 80 degrés, ben, il sera à 40 degrés. Hein. Et ça, c'est vachement facile, c'est un coup de... On met quelques sauts de peinture, la converse sur le toit. Ce qu'il y a, c'est que sur la côte, je ne sais pas ici, mais sur la côte, c'est interdit par les bâtiments de France, parce que c'est pas joli. Les toits blancs, ça ne se fait pas en Bretagne. Il y a un moment donné où les bâtiments de France, il faudra qu'ils changent de règle du jeu aussi. Donc là, ça veut dire aussi que déjà, quand tu parles de ça, que tu te bats aussi beaucoup quand même, c'est un peu la bataille des moulins à vent un peu. Enfin, non, c'est pas un moulin à vent, mais... Heureusement, la France réagit très bien après une catastrophe. Xynthia, l'eau est montée de 1 mètre brusquement en une journée, et résultat, le long de la côte, maintenant on se méfie des inondations. On se méfie avec douceur, parce que quand même, quand on prévoit des grands travaux, on n'en est pas encore à dire qu'il faut construire 1 mètre au-dessus des plus hautes eaux. Mais ça vient doucement. Donc il faut attendre à chaque fois des bonnes catastrophes pour avancer. C'est un peu dur d'entendre ça. Ou ça dépend d'actions comme ce qui est fait ici, qui est exemplaire, qui est de montrer aux gens qu'on peut faire des petites choses qui vont dans le bon sens, qui donnent confiance, ça marche, et du coup on est un peu plus ambitieux. Les petits pas, c'est très bien à condition qu'on passe au grand pas. Il ne faut pas s'arrêter aux petits pas et être content. On commence par les petits pas, et après il faut faire des grands pas. Et une bonne intervention, j'espère, ça va être pour le plan climat en particulier, d'être nettement plus ambitieux aux conditions de se préparer au futur. Parce qu'il y a vraiment actuellement, tout le volet adaptation, il n'a pas été vraiment abordé, et il faut vraiment se dire qu'il va y avoir, si on ne se prépare pas, il y aura des catastrophes. Et il y a beaucoup de ces catastrophes-là qui pourraient être évitées. Pas tout, mais beaucoup. Merci.
Merci Laurent pour cette première prise de parole. On continue à faire le tour. Toi Joël, par rapport à ce qu'on se dit dans le sujet, donc on va parler politique un peu justement, là entre ce qu'on a entendu tout à l'heure, entre les rapports, toi ce que tu as mis les mains dans le cambouis, et cette question-là, on en est où en gros, comment on peut faire pour faire avancer le Schmilblick sur cette transition écologique, notamment en zone rurale, hein, ça fait partie du sujet quand même. Oui, merci. Avant de commencer et avant de l'oublier, je voudrais dire comment j'ai trouvé intéressante la présentation de ce matin et le travail global qui est mené en co-construction. Et tu l'as dit avec une part de poésie derrière tout ça. Associer les gamins, vous êtes vraiment dans le bon ton. Merci. Alors, dans ces domaines de la transition, je vais plutôt parler de ce qui est devenu ma spécialisation, agriculture, alimentation, le lien entre les deux. Et quelle politique mener, c'est la question pour que les transitions soient perçues plutôt comme une opportunité que comme une contrainte. Alors pour cela, la politique, elle doit être joyeuse et poétique. C'est pas en tirant la gueule et en donnant des leçons qu'on fait adhérer les gens. Ce côté-là est essentiel, notamment par rapport à la jeune population, donner envie et derrière cela, donner espoir également. Parce que derrière tout ça, c'est l'espoir nécessaire, l'utopie nécessaire, parce qu'on en a besoin. Alors mon propos politique n'est plus neutre du tout. Il n'a jamais été, mais moins neutre que jamais. Alors je voudrais blesser personne, choquer personne, montrer personne du doigt non plus. Je voudrais dire les choses comme je les vois. Alors sur la question, le volet agricole et alimentaire, il y a des choses qui sont faites, qui sont bien faites, bien enclenchées. J'aurai une proposition à vous faire à la fin de mon propos. Mais pour le moment, sur les questions qui posent question au niveau de la transition, l'agriculture. Le modèle agricole auquel beaucoup de gens du monde agricole, du monde agroalimentaire s'accrochent pour pouvoir continuer comme ça. Ça peut s'entendre, c'est un modèle vers lesquels, notamment les agriculteurs, on les a poussés. On en paye aujourd'hui, eux-mêmes, mais aussi toute la population, le prix fort. La chute de la biodiversité, les insectes, les oiseaux, c'est criant. La problématique des pollinisateurs, parce que derrière, il y a une valeur économique derrière les pollinisateurs, la qualité des sols, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Alors, il y a une étude du Secours catholique qui vient de sortir il y a moins d'un mois, qui a chiffré les choses. Donc, l'aide globale à l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est 43,8 millions d'euros chaque année, dont 48,3 milliards d'euros, dont 19 milliards qui sont uniquement consacrés à la réparation. Alors, si on parle de transition agricole, il y a des transitions possibles, notamment vers l'agroécologie. Beaucoup d'agriculteurs, et de plus en plus, se sont dirigés vers l'agroécologie. Beaucoup d'autres iraient aussi dans la mesure où on les aidait et dans la mesure où on les soutenait dans ce domaine. Alors, quand il y a 43 milliards d'aide globale à l'agriculture, si on ciblait une partie vers cette agriculture-là, eh bien ça changerait la face du monde et ça ferait en sorte que les produits, notamment de l'agriculture bio, ne seraient pas plus chers que les autres et sans impact négatif sur la qualité de l'eau. Je n'ai pas parlé de la santé également. Dans les 19 milliards, il y a ça. À la réparation, mais il y a ce qui est irréparable. Les espèces, lorsqu'elles sont perdues, elles sont perdues. La santé des personnes, lorsqu'elle est perdue, elle est perdue. Alors, ça a l'air grave comme ça. Il ne s'agit pas de montrer du doigt. C'est un constat. C'est un état des lieux. Alors, il y a un chercheur que je connais bien, qui s'appelle Stéphane Linou, qui a produit un rapport sécurité civile et résilience alimentaire. Sécurité civile et résilience alimentaire. Résilience alimentaire, les populations, lorsqu'elles ont faim, on ne peut plus les tenir. Ce sont des émeutes, d'où impact sur la sécurité civile. Et lui est allé chercher combien de temps sur les territoires les populations pouvaient rester en l'état actuel, combien de réserves on a.
s'il y a un bug informatique, s'il y a des grèves de tous les camions, eh bien c'est 5 jours de stock alimentaire que l'on a. Alors, on pourrait penser, oui, Paris, les grandes villes et tout, eh bien même ici, sur les territoires ruraux, tels que fonctionnent les choses, avec le gros agroalimentaire, la grande distribution, eh bien les gens, au bout de 5 jours, n'auraient plus suffisamment à manger. Alors quand on fait cet état des lieux, nous on avait travaillé avec le ministre Stéphane Le Foll, celui avec qui on a vraiment travaillé, le seul avec qui on a vraiment bien travaillé. Stéphane Le Foll qui a intégré l'agroécologie dans la loi d'avenir agricole de 2014. Et nous, les écolos, nous lui avons fait une proposition de mettre en œuvre des projets alimentaires territoriaux. Alors le projet alimentaire, je le définis après, pour Stéphane Le Foll, il nous l'avait accordé, mais à titre facultatif. Nous, on aurait souhaité que ce soit obligatoire sur tous les territoires, comme les PLU. C'était facultatif, mais nous, on se disait, c'était déjà ça. Alors, c'est quoi un projet alimentaire territorial? C'est faire en sorte, sur un territoire, que tout le monde se met autour de la table et dans le temps, agriculteurs, transformateurs, élus locaux, associations de parents d'élèves, associations citoyennes, associations de défense de l'environnement, parents d'élèves, tous les acteurs concernés se mettent autour de la table pour se dire, à l'horizon 2035-2040, comment on fait en sorte que la majeure partie de l'alimentation qui soit produite, qui soit consommée sur le territoire, soit produite sur le territoire. Et là, on dit, ouais, mais utopie, l'alimentation est mondialisée. C'est une catastrophe que l'agriculture, que l'alimentation mondialisée. Alors, ce qu'on voit au niveau des agriculteurs, il ne faut pas oublier qu'il y en a 18% qui sont sous le seuil de pauvreté parmi les agriculteurs. Donc, le système, il ne fonctionne évidemment pas. Alors, les projets alimentaires territoriaux, si il y en a un certain nombre qui sont en place, si les projets fonctionnent bien, et pas pour faire bien, ça veut dire avec une détermination, et se dire oui, on va y arriver, eh bien là, d'abord on n'est plus dépendant sur les territoires, les agriculteurs, éleveurs, il n'y a plus autant d'intermédiaires qu'avant, donc c'est eux qui sont payés des amendes, et puis les consommateurs, évidemment, ont la satisfaction d'avoir une alimentation de proximité et de qualité, parce que dès qu'on apporte la proximité, la qualité s'améliore et les transitions vers l'agroécologie s'accélèrent. Donc, alors, c'est juste pour en terminer. Alors, par rapport à ce qui est fait, je suis un emmerdeur, l'idée de glisser à l'oreille des élus et des citoyennes et citoyens d'ailleurs, et si sur le pays de Questembert, sur Questembert Communauté, au-delà de ce travail, il y avait un travail qui commence à être réfléchi sur un projet alimentaire territorial, ce serait une belle avancée. Eh ben, j'ai envie de te dire, Joël, là on a l'impression d'avoir la solution. Qu'est-ce qui fait que ça coince? Parce que là, tu nous donnes tous les bons remèdes pour que ça marche. Alors qu'est-ce qui fait que ça marche pas, qu'on n'arrive pas à faire ça? Les moyens ne sont pas mis en place. Pour que des politiques comme ça soient mises en place, il y a besoin d'animateurs, de terrain, de tout cela. Il y a besoin de moyens, mais lorsque l'on veut mener des politiques volontaristes, eh bien, il faut donner les moyens, il faut donner les moyens aux collectivités, et il faut donner aussi les directions nationales, parce que c'est le rôle des élus nationaux. J'ai vu comment ça marchait, ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux, et non seulement c'est pas fait, mais on est en retour en arrière aujourd'hui sur les questions des politiques agricoles. Alors, à la fois, il y a le politique national. Moi, pour le moment, j'en attends plus grand-chose pour le moment, mais pourtant, il le faudra bien. Il y a ce qui peut partir des territoires, et sur plein de territoires, il y a des élus, il y a des citoyennes et citoyens qui montrent l'exemple aux politiques nationaux, qui feraient bien de s'en inspirer. Boris, tu veux rajouter un petit mot? Je veux bien rebondir parce qu'il y a une interpellation de Joël, mais on se doutait qu'elle allait arriver sur ce sujet-là. Moi, ce qui m'intéresse dans ton propos, et c'était l'objet de la question aussi, socialement juste, il y a des représentants du monde agricole dans la salle. Patrice est le premier d'entre eux au sens politique du terme, le président de notre communauté de communes.
Est-ce que c'est là l'enjeu? En fait, c'est comment on avance sur le côté qui a pu sortir de la misère, parce que l'histoire agricole bretonne, elle est faite de ça. Les jeunesses agricoles catholiques qui ont pris le pouvoir parce qu'il y avait une oppression sur certains sujets et qui ont sorti de la misère. Il y avait un très très beau documentaire il y a quelques semaines sur France 3 qui montrait l'histoire de la Bretagne sur ce sujet-là. Et il faudrait reprendre cet élan collectif qu'il y avait à l'époque pour se dire, à l'époque, on luttait pour avoir des meilleures conditions de vie. Tu l'as dit, il y a une part non négligeable des agriculteurs qui sont dans des situations difficiles. Et nous, on le voit dans les communes, pas sur l'aspect agricole, on le voit sur l'aspect social, dans les personnes qui viennent dans les CCAS, dans les personnes qui sont isolées un peu plus tard, sont souvent issues du monde agricole. Et donc, moi, je pense, la proposition que moi j'ai, à mon avis, c'est qu'il va falloir se mettre autour de la table, peut-être en prenant pas le prisme de l'agriculture à l'origine, mais celui du volet social, en se disant, moi je ne peux pas me résoudre à ce qu'il y ait des agriculteurs sur notre territoire qui ne vivent pas décemment de leur métier. C'est mon seul propos à moi, en réalité, parce que le jour où on aura remis l'agriculture à ce que tous les agriculteurs vivent dignement de ce métier, l'agriculture de proximité, ça sera un outil pour le faire, de mon point de vue. En tout cas, voilà, ça c'est moi mon propos. S'agissant du plan alimentaire territorial, Samuel, mon homologue d'Arc Sud Bretagne, avec qui on discute de ce sujet-là régulièrement, est là. Ça finira par arriver. On va y aller, d'une manière ou d'une autre, mais je suis d'accord, et là ça rejoint un autre volet des discussions qu'on a en ce moment avec les instances nationales, avec les parlementaires. Moi, je fais partie de l'AMF, qui est une association transpartisane, que ce soit au local ou au national. On demande plus d'autonomie fiscale sur nos territoires pour pouvoir mener ces politiques qui sont nécessaires. Et ça, c'est un vrai enjeu que je veux partager avec les citoyens qui sont dans la salle. Depuis de trop nombreuses années, on a tout recentralisé, la fiscalité. C'est que la part des impôts locaux est de plus en plus petite dans notre pouvoir d'agir, parce que le pouvoir d'agir est lié à notre pouvoir financier, notre capacité financière. Et ça, c'est un vrai enjeu devant nous, que ce soit les communes, les intercos, les départements et les régions. Je vote dans quelques semaines le budget du département. Une grande partie des recettes ne sont pas liées à de la fiscalité locale. Et donc ça veut dire qu'on dépend d'une décision qui vient du haut. Le pouvoir d'agir local est beaucoup plus puissant quand il est complet, à savoir, je définis les politiques, je définis l'argent que j'ai besoin pour le faire, et ensuite je peux développer les politiques. Donc beaucoup trop centralisateur, encore et toujours, quoi. Le jacobinisme est très fort chez nous, effectivement. On continue, Dominique, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Joël? Simplement sur la justice par rapport à cela, on a travaillé sur une question qui est la sécurité sociale de l'alimentation. Je ne vais pas développer, mais c'est une vraie réponse aussi. Là encore une utopie, mais quand la véritable sécurité sociale a été mise en place, le pays était par terre et nos aînés ont su mettre cela en place. Et donc il n'y aurait pas de raison que la sécurité sociale de l'alimentation ne puisse pas être mise en place. Merci. On continue notre tour de table avec Dominique. Voilà, si tu veux bien prendre le huchoir, comme tu dis. Avec toi, on avait envie de parler aussi de tout ce que tu as pu faire déjà ici au niveau local avec Climaction, et puis je dirais la démarche un peu associative, comment le milieu associatif, parce que j'ai l'impression que tu es quand même pas mal inscrit dans tout ça, peut aussi répondre à cette question de la transition juste sur les territoires ruraux. Est-ce que ma question est à peu près claire? Elle est à peu près claire, oui, ça. Merci. Oui, alors Climaction effectivement est intervenu dans le cadre du PCAET dans justement le volet sensibilisation des habitants, et comme Boris Le Maire l'a dit, il est important de mobiliser les habitants, parce que les actions ne pourront être acceptées et donc réalisées que si les habitants ont été sensibilisés bien en amont des opérations dans le cadre de co-construction. Donc Climaction s'est engagé là-dedans. On a créé cette association en 2015. On va bientôt fêter nos 10 ans dans quelques mois.
Et l'objectif, c'était bien sûr d'agir face au changement climatique. Si vous vous souvenez, c'était la COP de Paris. À l'époque, on avait beaucoup d'espérance et on voulait préparer notre territoire au changement climatique, sensibiliser les habitants pour les mobiliser, promouvoir aussi les nombreuses actions qui existent sur le territoire, accompagner les élus, et puis mettre en œuvre des actions concrètes, reproductibles et surtout positives. Être positif, c'est absolument essentiel. Donc on a travaillé sur tous les thèmes qui sont liés au changement climatique. Et bien, on a parlé d'agriculture, bien sûr, l'énergie, la biodiversité, la forêt, bien sûr, et la forêt dès le départ d'ailleurs. J'ai pas pu m'empêcher, évidemment. Enfin, aujourd'hui, on a un groupe qui travaille sur la santé et l'environnement. Enfin, on a vu que c'est un sujet qui devient également majeur. Et on intervient donc avec tous les acteurs, c'est-à-dire les élus, les communautés de communes, des associations. On intervient auprès des scolaires. On doit avoir 500 animations chaque année auprès des scolaires, maintenant sur toute la région. Enfin, Team Action que l'on avait appelée Team Action Bretagne Sud en 2015 est devenue Team Action Bretagne, puisqu'en fait nous intervenons sur toute la Bretagne. Ça paraissait judicieux de changer de nom. Donc dans le cadre de ce PCAET, on a souhaité donc mettre en place avec Questember Communauté des actions pour écouter les habitants, écouter les réalités des habitants d'un territoire rural. Ces réalités ne sont pas les mêmes qu'à Vannes, par exemple, ou sur un territoire urbain. Les réalités de personnes aisées, on va dire, et de personnes qui sont moins aisées, eh bien, ne sont pas les mêmes. Et il faut vraiment d'abord les écouter pour ensuite les écouter aussi, faire des propositions, bien évidemment. Donc en fait, on a répondu à un appel à projet, tout simplement. Un appel à projet donc avec Questember Communauté. Cet appel à projet s'appelle « Mobilisons les Bretonnes et les Bretons pour les transitions », donc avec un financement de la région et de Questember Communauté. Un programme qui a duré donc de 2021 à 2023. Et l'idée donc de proposer plusieurs types d'actions pour mobiliser des habitants tout à fait différents. Avec Questember Communauté, toujours ensemble, on a lancé donc 3 cafés citoyens pour justement écouter ces habitants, des cafés citoyens sur les mobilités, sur l'habitat, sur les énergies citoyennes. Donc là, il y a eu de nombreux habitants. C'était extrêmement bien organisé. D'ailleurs, on avait deux personnes aux commandes, donc Morgane et Brigitte Trébouillère qui étaient à Climaction. Et la suite, la suite de ce café citoyen, c'est la création d'une association, Questemboîte, qui travaille maintenant sur les énergies renouvelables citoyennes. Donc, on sent que ça fonctionne. Les gens s'approprient, les habitants s'approprient des thématiques et ensuite se prennent en charge et créent des associations pour y répondre. Ces associations, je le disais tout à l'heure, ce sont des interfaces en fait entre les élus et entre la population. Elles permettent de répondre aux attentes de la population et les adresser donc aux élus. On a organisé également 2 concours d'éloquence. Ceux qui étaient là ce matin ont vu ce que ça peut donner un concours d'éloquence. C'est extrêmement positif, c'est extraordinaire de voir ces jeunes qui se sont aussi appropriés cette thématique du changement climatique et qui nous interpellent. Ça, c'est important. Il y avait donc 5 établissements et 600 scolaires. Des programmes Climampact, qu'on organise sur toute la Bretagne
toujours. En fait, ce sont des programmes qu'on organise pour sensibiliser, pour former soit les collectivités, soit les entreprises, avec 3 ateliers: comprendre le climat, comment atténuer ses émissions et comment adapter sa structure, donc la collectivité ou l'entreprise au changement climatique. Donc sur 4 communes du territoire, je vais les nommer, c'est Malensac, Guimerzel, Questembert et Puerlin. Et puis bien sûr, on a organisé des plantations, une plantation forestière à la Vraie Croix, ça a été un vrai succès. Je pense que certains ont eu des échos. Il y a eu énormément de participants, des enfants, des entreprises, des habitants. C'est extraordinaire. Et la même chose sur un verger à Puerlin, où c'était également une très très belle réussite. Donc ces différentes actions sont également en fait une réponse à cet objectif d'être plus juste. Les habitants s'approprient des thématiques et voilà, à partir des réalités de terrain, peuvent apporter également, aider les élus à prendre des décisions qui seront donc plus justes socialement, plus justes de manière environnementale. Et puis évidemment adaptées au monde rural. Quand j'entends ça, je me dis que la solution, c'est peut-être aussi avec ce que vous avez fait avec les Konya ou avec les Garsailles, avec la jeunesse, là. Parce que je me dis que les plus vieux, mine de rien, on en parlait tout à l'heure avec Laurent, on a des habitudes, on a sans doute plus de mal à changer nos habitudes qu'avec les jeunes là, que vous avez fait causer là, en slam et tout leur machin. Là. Eh ben, ils ont envoyé quand même des scuds un peu à tout le monde, et en même temps, c'est une façon à eux de s'approprier ce sujet. Et puis de leur donner aussi les manettes pour avancer, quoi. Oui, bien sûr. Ils ont comment... D'abord, ils ont été accompagnés. Ouais. Ils ont été accompagnés, techniquement par Climaction, qui les a accompagnés sur la thématique du changement climatique. On leur a remis notre éco-local dont je parlais tout à l'heure, pour qu'ils s'approprient aussi toutes ces notions de climat. Ils ont été accompagnés par leurs enseignants, aussi les profs de français. Pour eux, c'était important d'apprendre l'oral. Vous avez un kit un peu que vous donnez au collège et tout ça pour parler du climat? En fait, le bouquin que Cédric a en sa possession et que vous pouvez d'ailleurs tous aller chercher d'ailleurs sur le stand de Climaction. J'espère qu'il y en aura assez. Et puis ils ont été accompagnés aussi par cette équipe de slameurs aussi pour leur apprendre à pouvoir s'exprimer, à écrire. Donc ça, c'était important d'abord de les accompagner et puis de leur laisser toute la liberté pour pouvoir en fait dire tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Et donc ils nous ont interpellés. Et ce que je disais donc, tout à l'heure, c'est que nous, maintenant, on fait venir des jeunes slameurs lors de notre assemblée générale donc, de Climaction. On en a invité 2 à la dernière assemblée générale. Et lors de la constitution du nouveau conseil d'administration, eh bien, je les ai interpellés en leur disant maintenant peut-être, pourquoi ne pas venir à Climaction pour agir de manière concrète. Ils sont venus. Et donc, on a 2 jeunes aujourd'hui de 17 ans dans notre conseil d'administration, ce qui rajeunit un petit peu les administrateurs, et c'est très très bien. Ça permet aussi de travailler de manière différente. Donc, ils sont capables aussi d'exposer, d'interpeller, mais ils veulent aussi agir, c'est évident. Dernière question, je me fais un peu l'avocat du diable. Les cafés citoyens, les machins comme ça, tu te dis, c'est peut-être pas tout le monde qui y va, tu vois, c'est déjà des gens qui ont l'habitude de sortir, de venir à des tables rondes. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi à aller chercher celui qui reste chez lui là et qui galère un peu dans son coin, qu'on a réussi à l'entendre ce style-là? Eh bien, en fait, effectivement, je suis sûre que dans la salle, la plupart des gens sont déjà
bien impliqués, ont été interpellés et il nous faut aller chercher d'autres personnes. Donc nous, on a plusieurs programmes, plusieurs programmes pour essayer d'aller chercher les autres, ceux qui ne viennent pas. D'abord, on fait des formations. Enfin, pour ceux qui sont un peu inquiets, je ne connais rien, je ne sais pas. Donc, on forme ce qu'on appelle des ambassadeurs du climat. Donc, chaque année, on a des promotions d'ambassadeurs du climat. Et on a lancé l'année dernière une recherche-action qui s'appelle Précarité Climat. C'est-à-dire on a été chercher des personnes qui sont dans des situations de précarité, tout simplement, pour les amener à parler. On les a amenés à parler de leurs difficultés. On leur a également proposé de parler des actions qu'ils mettent en œuvre pour s'en sortir financièrement, c'est-à-dire que c'est pas à eux qu'on va expliquer comment faire des économies d'énergie, ils le font déjà. C'est pas à eux non plus qu'on va expliquer qu'il faut prendre le vélo pour aller travailler si l'entreprise où ils travaillent est à 40 km, s'il n'y a pas de transport en commun, enfin, etc. Donc, on a été les chercher, on a travaillé dans ce programme Recherche-Action avec un laboratoire, le LABER. Alors, je vais regarder parce que je me trompe toujours dans l'intitulé. Le LABER, ça veut dire tout simplement Laboratoire d'études et de recherche en sociologie de l'Université de Brest. Et donc, ces sociologues nous ont accompagnés justement pour écouter ces personnes qui sont en difficulté. Donc là, en l'occurrence, c'était de la précarité, tout simplement. Enfin, on a organisé des ateliers pour qu'ils nous parlent de leurs difficultés. Et puis l'objectif, c'était de rendre visible tout leur savoir, parce qu'ils ont la possibilité de nous apprendre énormément de choses pour lutter contre le changement climatique, parce qu'ils le font instinctivement. Enfin, et puis nous faire part de leurs contraintes, de leurs difficultés. Et il y aura d'ailleurs une exposition qui va être organisée à Vannes sur le sujet pour montrer ce que ces personnes en difficulté peuvent nous apporter. Et on les retrouve de plus en plus dans nos structures. Merci Dominique pour ce témoignage aussi qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Merci. On continue le tour de table, je crois que bien voilà, ça arrive à la bonne personne. Cédric, on repose toujours la même question. Là, le témoignage, on aimerait le fixer plus sur le regard d'un scientifique, d'un académicien. Comment qu'on peut répondre à ça avec vos réflexions, tout ce qui se passe dans votre tête? Tout ce qui se passe dans ma tête, oulala. Je vais essayer de répondre à ta question avec une série de petits éclairages, comme pour mieux éclairer le sujet. Et avec on imagine un quadrillage, hein. Je le vois, il y a un quadrillage et il va faire... Tu vois, il y a une espèce de... Tu connais, comme dans la fable de l'éléphant, il y a une espèce d'objet compliqué, et on va le regarder sous différents angles pour mieux l'appréhender. D'accord. Et des choses glanées, en particulier avec mon expérience à la présidence de l'Office parlementaire scientifique, à la présidence de la Fondation de l'écologie politique, et bon, des trucs que j'ai appris aussi sur le terrain. Premièrement, on va replacer les choses dans une grande perspective. Notre problème, avant tout, c'est de sortir du modèle nouveau qui s'est imposé dans l'après-guerre, à l'échelle mondiale, et qui était caractérisé au moins par 3 choses. Première chose, puiser de façon phénoménale dans les réserves fossiles, dans l'énergie fossile. On brûle aujourd'hui 7 fois plus d'énergie fossile, pétrole, charbon et gaz, qu'en 1945, 7 fois plus. Et ça a été une source d'énergie phénoménale, bon marché, qui a alimenté toute la croissance mondiale, avec certains effets qui, dans le cas de l'éradication de la très grande pauvreté, ont été bénéfiques, et plein d'effets négatifs qui ont été juste calamiteux. Deuxième caractéristique, une augmentation phénoménale de la production de tout. Plus de chimie, plus de production de béton. Quand on regarde les courbes, plus de plastique. Plastique était salué au début comme un grand progrès pour l'humanité, qui aujourd'hui est un fléau phénoménal. Et on voit ces courbes d'augmentation exponentielle à partir de l'après-guerre et qui continuent. Et les rapports scientifiques nous disent
ben, il n'y a qu'une seule solution pour vaincre le fléau du plastique, c'est d'arrêter de le produire. C'est juste la seule solution. Recyclage n'est pas assez efficace, réemploi n'est pas suffisant, etc., etc. Tous les rapports succès là-dessus disent juste arrêter d'en produire ou diminuer la production drastiquement. N'empêche que la production, elle continue, à l'heure où on se parle, d'augmenter exponentiellement. Bon. Ou pareil pour la question, sur les questions chimiques, sont arrivés avec les grands progrès de la chimie, les pesticides, les herbicides, les fongicides, puis tous les engrais de synthèse. Et là, il y a consensus scientifique aussi. Consensus scientifique sur le fait que c'était Printemps silencieux, c'était l'époque de Rachel Carson dans le temps. Maintenant, c'est les rapports de l'IPBES, c'est les rapports dans le Muséum d'histoire naturelle. C'est consensus. Les pesticides sont juste un fléau monstrueux pour toute la vie. La biodiversité. Toute la biodiversité. Il y a plein de sujets, je veux dire, même sur un sujet aussi controversé, emblématique que le nucléaire. Il peut y avoir des arguments pour, des arguments contre. À l'Académie des sciences, ils sont majoritairement pour le nucléaire. On aime ça ou pas, c'est un fait. Mais sur les pesticides, on demande aux gens qui sont spécialistes de la vie, les gens qui ont passé leur vie, ils disent poison, fléau, abominable à arrêter au plus vite si on veut avoir une chance de survie. Malgré ça, le monde entier continue à utiliser. Bon. Et pour les engrais aussi, dur de se passer des engrais et de leur empreinte carbone. Prenez le livre de Bill Gates, technosolutionniste, qui est intéressant de lire, même si on n'est pas technosolutionniste, pour voir comment un autre camp voit les choses. Et il dit, bon, ben les engrais, c'est phénoménal. La science nous dit qu'il faut en sortir. On ne sait pas comment faire, c'est bien embêtant. Et ben, je propose de mettre plein de milliards sur la recherche scientifique pour trouver une solution. Ça, en gros, quand Bill Gates il prend sur tous les trucs, il trouve une solution. Sur le béton, il trouve une solution. Sur l'acide, il trouve une solution. Alors, évidemment, il a besoin d'augmenter la production d'électricité par 5 pour faire tourner ses solutions. Et encore, il ne gère pas le problème des matières. Mais quand arrivent les engrais, il dit « Je ne trouve pas la solution ». Bon, alors, nous, on a la solution. Enfin, nous, quand je dis nous, il y a plein de gens qui ont bossé sur la solution. Les gens de l'IDRI ont bossé sur la solution, c'est leur boulot. De qui tu dis? Les gens de l'IDRI, IDDRI, c'est le meilleur laboratoire d'idées que je connaisse sur les questions agricoles. Joël acquiesce. Je ne les connaissais pas avant d'entrer au Parlement. Hein. C'est notre collègue Dominique Potier qui m'a initié à eux. Et c'est eux qui s'y ingénient depuis des années à peaufiner leur plan de transition agroécologique à l'échelle européenne sur 10 ans. C'est au moins 10 ans qu'il faut. Et ça demande tout un ensemble d'évolutions. Ça demande une évolution aussi des pratiques alimentaires. Ça demande une évolution des plantations légumineuses. Ça demande une diminution drastique des pesticides, tout ça. Et eux, dans leur plan, eh ben, ils ont un plan qui peaufine. Et ça devrait être un des objets majeurs de discussion politique, de dire qu'est-ce qu'on en fait, là il y a ce plan qui est sur la table, les gens à l'INRAE en ont discuté, les gens au muséum en ont discuté, etc. Est-ce qu'on l'adopte ou pas? Mais on adopte campagne après campagne, on parle de plein d'autres sujets. Quelqu'un va nous expliquer que notre grand péril c'est le wokisme, quelqu'un d'autre va dire le grand péril qui va emporter la civilisation c'est l'écriture inclusive ou qui sait quoi, et on parle pas du plan d'agroécologie de l'IDRI que les gens passent des années et des années à essayer de mettre sur la table. Mais donc très dur de sortir des engrais. Troisième grande caractéristique de l'après-guerre, c'est le grand remplacement, pour le coup vrai grand remplacement, du monde vivant en général par notre monde vivant. J'entends par là les humains dont la démographie a augmenté, les animaux domestiques et surtout le bétail qui a augmenté de façon phénoménale dans l'après-guerre. Au point qu'aujourd'hui, vous prenez tous les vertébrés qui foulent le sol terrestre, vous ajoutez toute leur masse, vous imaginez une gigantesque balance. Sur un plateau de la balance, vous mettez tous les animaux sauvages auxquels vous pouvez imaginer, les rhinocéros, les pandas, les girafes, tout ça qui est sauvage. Et sur l'autre plateau, vous mettez tout ce qui dépend des humains. Les humains, les chiens, les chats, les cochons, les vaches, les poules. Voilà. Bon. De quel côté penche le plateau de la balance? Réponse, il penche de ce côté-là, pas x10, x20. C'est 4% pour les animaux sauvages, 96% pour les animaux humains et domestiques. Un gigantesque remplacement. Avec évidemment une tension sur l'ensemble des écosystèmes phénoménale. Pour tout ce bétail, il a fallu raser, et à l'heure où on se parle, on rase encore énormément de forêts à travers le monde. Donc les c'est 3 quarts, c'est pour la viande. Alors, parce qu'à chaque fois on parle du grand remplacement. Oui, l'autre andouille, là, l'autre criminel, il parle sans arrêt de grand remplacement. Le vrai grand remplacement de l'humanité, il est là. Hélas. Hélas. Ça y est, j'ai compris. Et sortir de tout ça, c'est pas une mince affaire, parce qu'il y a eu 70 ans de mise en œuvre avec des intérêts industriels phénoménaux, avec des habitudes qui ont été prises, c'est pas une mince affaire. Et évidemment, c'est une illusion que de croire qu'on peut
en sortir de là à comportement constant. Il y a bien sûr des évolutions scientifiques et techniques, il y a aussi des évolutions dans les comportements. Quand on regarde un sujet précis comme celui de l'énergie, celui de l'électricité, le meilleur rapport de prospective qui a été fait sur la question, celui du RTE, ils tablent pour leur scénario sur en gros moitié de l'évolution due à la technique, moitié de l'évolution qui est due au comportement. Et donc évidemment on arrive sur un domaine qui est ultra compliqué, changement des comportements, ça fait intervenir la politique, ça fait intervenir la sociologie, ça fait intervenir l'acceptation, ça fait intervenir l'adhésion et ainsi de suite. Compliqué, riche. Mais donc pour cette grande transition, on a besoin de ces choses compliquées que sont la politique et de ces choses compliquées que sont l'économie et le social. Et évidemment, ça rend tout compliqué. Il y a d'autres grandes transitions qui se font sans qu'on ait besoin de les consulter. Tu prends la transition numérique, personne n'a consulté les politiques avant de balancer la transition numérique, ça s'est fait tel que ça s'est fait. Ouais, on n'a pas eu le temps de légiférer. On n'a pas eu le temps de légiférer, les législateurs étaient en retard et tout ça. Et on n'a pas non plus attendu qu'il y ait un grand plan pour mettre l'argent là-dessus. Aujourd'hui, l'humanité investit 10 fois plus sur la transition numérique que sur la transition écologique. C'est pas clair que la transition écologique, elle se fasse à l'échelle mondiale. Il manque justement un facteur 10 dans les budgets. Mais la transition numérique, elle se fait, sans qu'aucun politique ait décidé, on va faire ça, sans qu'un plan se fasse. Mais transition écologique, donc c'est bien plus dur, il faut faire appel à ces décisions. Il faut de la science, il faut de la politique. Bah, la et science, là, c'est super dur. La science, elle est là, elle a fait oui, le boulot. Mais c'est là qu'arrive l'affaire. La science a fait le boulot admirable. Les Voilà. gens du GIEC, c'est un travail extraordinaire, mais plus les gens du GIEC ont des preuves irréfutables, Plus moins les les politiques gens mettent les y mains. croient. Je parle des gens, la population En mondiale. général, d'accord. Le climato-dénialisme à l'échelle mondiale, il augmente. Et il est représenté au plus haut niveau de l'État américain, qui est le principal acteur dans l'affaire. Sur les réseaux sociaux, le climato-dénialisme augmente, etc., etc. C'est une illusion que de croire que le scientifique peut juste arriver et dire « voilà les faits, à vous la donne », ça marche pas comme ça. J'aimerais bien croire ça. Bon. Et c'est aussi une illusion de croire que si le scientifique va voir le politique, il lui dit « tu sais, il va y avoir une catastrophe mondiale si tu agis pas, le scientifique, le politique va agir », ça marche pas comme ça. Dans certains cas, évidemment, il y en a qui sont bien plus réceptifs que la moyenne et tout ça. Mais la plupart du temps, ils disent pas ça. Ils disent « voilà, que pensent les électeurs, que pense mon chef de parti, que pense etc., etc. » Au bout, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? Les exemples abondent. Si Rachel Carson a pu changer l'histoire de l'écologie et provoquer la création de l'agence publique américaine de l'environnement, la première grande agence comme ça, c'est pas parce qu'elle est allée voir les politiques, c'est parce qu'elle a pris toute la société américaine à témoin avec son bouquin, on en parlait dans les chaumières, et le gouvernement s'est senti obligé. Si l'ami de Rachel Carson, Ruth Harrison, a su mettre en place les premières législations pour la protection des animaux d'élevage, c'est pas parce qu'elle est allée voir les politiques britanniques, ils s'en foutaient. C'est parce qu'elle a réussi à prendre toute l'opinion publique à témoin à travers son bouquin, Animal Machine, jamais traduit en français d'ailleurs. Même si c'est aujourd'hui la base de toute la réglementation française sur les droits des animaux. Donc il y a ce défi du scientifique, arriver à parler à l'opinion publique, et c'est pas sur la solidité scientifique que ça se fait. De la même façon qu'en politique, c'est très rarement très... Dans mon expérience, le programme ou ce que vous mettez objectivement sur la table est très secondaire par rapport à votre capacité à vous faire élire. Ce qui importe le C'est plus, quand même ça qui t'a donné envie d'aller... c'est l'incarnation. Oula, attends, je suis déjà hors temps. Si je commence à parler On y est de presque. pourquoi, comment, là on Non, va mais tout parce que c'est exploser. intéressant. Bon, on peut faire une petite... parce que justement, tu dis que le scientifique, on l'entend pas, et est-ce que c'est pour ça que tu t'es lancé en politique et que tu t'es dit, ben, si je suis dans la... Et c'est la même question que je poserais un peu à Joël, en se disant, ben... Il y a un moment où c'est vrai qu'en tant que citoyen, on se dit qu'on n'arrive pas, on a des dossiers épais comme ça qui montrent les catastrophes, et on se dit, bah allez, on va aller à l'autre En échelon. tant que scientifique, en France, j'ai eu la possibilité de me retrouver dans des situations d'impact. Très régulièrement, il y a des gens qui me disent mon père m'a acheté votre bouquin, ça m'a donné envie, j'ai continué, j'en ai vu un à la fête de l'UMA, quasiment en pleurs en me voyant, en me disant j'étais dans un milieu très modeste, je voulais pas poursuivre des études de sciences, et en vous voyant votre parcours et tout que j'ai envie. Bon, c'est pas parce que je suis un scientifique plus rigoureux ou meilleur que les autres que j'ai pu faire ça. Des matheux en France, il y en a un paquet. La France est la nation la plus décorée en mathématiques sur les 25 dernières années. Et parmi les médailles Fields françaises, je suis ni plus ni moins bon que les autres. Mais il y avait une incarnation. Les gens, ils ont vu arriver, ils se sont dit tiens, qu'est-ce que c'est? En voilà un qui assume un look qui est inhabituel, il a un parcours qui est comme ça, il a l'air vraiment passionné par ce qu'il fait. D'un coup, ça parlait. C'est cette incarnation qui a permis d'avoir de l'impact. Mais
c'est ça, on arrive, on se dit scientifique, ben, je vais rendre service à la société en ayant des preuves irréfutables, et je vais en parler aux politiques, et ça va les aider. C'est pas comme ça que ça marche. Et des fois, on a des contre-exemples énormes. On parlait tout à l'heure du rapport au Club de Rome. René Dumont, c'est en 72, quand il voit les conclusions du rapport au Club de Rome, qui vire sa cutie, et il passe de productiviste, on va dire, à agroécologiste. Il avait 68 ans, ce qui montre qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Et il a changé sur la base d'un rapport scientifique. Mais c'est une exception. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Sico Mansholt, qui était à cette époque-là à la Commission européenne, l'équivalent de président ou vice-président de la Commission européenne, décide, oui, il faut tenir compte de ce que nous disent les simulations numériques du rapport au Club de Rome, il faut mettre en place une nouvelle politique, et il commence à écrire des lettres là-dessus, on va gérer la Commission européenne de façon à prendre la mesure de cette nouvelle donne. Il se fait broyer politiquement, immédiatement. Le Parti communiste lance une grande campagne contre lui en disant voilà un qui veut affamer les citoyens, réduire la souveraineté française à néant, etc., etc. Et il s'est juste fait broyer. Et donc c'est ce grand défi, arriver à prendre l'opinion publique à partie en incarnant et en inspirant la confiance qui est là, considérable. J'en ai encore plein à dire, mais je passe le temps là. Merci. J'aimerais bien faire vous redonnez le micro, en gros, en réponse à ce que vous avez entendu des autres. Est-ce que, je sais pas, Laurent, de ce que ou Boris, de ce que tu as entendu déjà, ouais. là, des... Moi, je vais rebondir. Qu'on aille sur des rebonds, quoi. Clac, clac, clac. On va rebondir. Pour quelques minutes encore avant d'aller vers la question du public. Je vous avoue qu'une petite... une petite déception, on a essayé beaucoup avec Roman d'avoir une artiste autour de nous. Parce que, et on a échangé un tout petit peu avant, et donc je vais au moins parler de ce point-là, et je suis heureux que tu sois là avec nous. Dans cette manière de parler aux citoyens, on a besoin de médiateurs. On a parlé ce matin de l'appel à projet récolte, et Aurélie de Liam qui nous a accompagnés sur ce sujet-là, qui a fait le travail. On a des associations qui sont l'interface, et puis on a les artistes aussi, et je pense qu'ils ont un rôle très important à nous aider à parler à la population aussi, parce qu'ils vont parler d'une manière qui est beaucoup moins politique, beaucoup moins scientifique, beaucoup moins militante peut-être, mais qui va être faite avec le sensible, avec l'émotion. Et je pense ce qu'on a vu avec nos jeunes dans le cadre du concours de slam a montré ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je me souviens des échanges qu'on avait eus avec Patrice et avec d'autres élus, c'est qu'on a pris une petite baffe ce jour-là. Parce qu'ils nous ont renvoyé à leurs angoisses à eux et à cela. Donc du coup, voilà, juste pour dire que l'art peut être un bon moyen aussi d'aller discuter avec les citoyens et finalement d'aller chercher d'autres personnes. On parlait de comment on fait pour aller chercher d'autres personnes. Et du coup, moi dans le rebond que je voudrais faire là, et là chacun va pouvoir s'exprimer, c'est de se dire, finalement, on est tous convaincus qu'il faut y aller, ceux qui sont là, ceux qui sont dans la salle également, mais maintenant il faut qu'on soit plus nombreux, et donc par rapport, vu de votre fenêtre, le comment on fait pour être plus nombreux, et toujours en répondant à cette question-là, c'est socialement que ça soit accepté et que ça soit juste. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a dit, mais je suis intéressé d'avoir leur réponse. Et en tout cas, il y avait déjà des pistes dans les éléments, donc c'est ça qui m'intéresse vraiment. Oui, je voudrais parler d'un domaine pour lequel qui s'éloigne un peu de mes connaissances scientifiques. Et quand on parle autre chose, on a vu des danseurs ce matin, je voudrais parler du sport en général. Parce que je pense que le sport, moi je sais que quand j'étais gosse, ce qui m'a fait découvrir l'environnement, c'est j'allais faire de l'escalade tous les dimanches avec mes parents. Et après, j'ai été faire du ski en montagne. Et je m'aperçois finalement que les profs de gym, de plus en plus, vont faire courir dans les bois, les jeunes. Je ne sais pas si ça se fait aussi dans les collèges et les écoles ici. Mais le sport comme moyen de comprendre ce qui se passe autour de soi et d'écouter, c'est fondamental. Il ne faut pas oublier que notre crâne, il marche avec tous les sens. Et dans les sens, il y a l'œil, il y a ce qui commande les muscles, etc. Il y a ce qui commande l'oreille. Et tous ces sens-là doivent être affectés si on veut prendre possession d'une nouvelle connaissance.
Et comprendre l'évolution d'un paysage en courant dedans. On parle vélo, développement des vélos. Je suis frappé du fait que j'étais à une réunion vélo territoire il y a 15 jours là à Vannes, et on avait un groupe autour de comment le changement climatique va affecter le sport vélo. Et ce dont on parlait tout de suite, c'est bon, si on veut pouvoir utiliser le vélo, c'est pas quand il y a la cagna dehors et qu'il fait 40 degrés qu'on va avoir envie de prendre le vélo. Donc faire le vélo, ça veut dire avoir des pistes qui sont ombragées, sur lesquelles il y a des arrêts où on peut boire un coup, etc. C'est-à-dire que c'est tout un aménagement des territoires périurbains qui permettent effectivement de faire du vélo. Donc je prends le vélo, mais c'est évident que quand je parle sport, moi, je ne parle pas tellement, même si ça a beaucoup de succès, construire un beau stade avec de la pelouse artificielle. Ce que je considère que là, c'est un peu du dévoiement du besoin de sport. Par contre, le sport individuel dans la nature, faire du bateau, on n'est pas si loin que ça de la mer, faire de la course à pied, faire toutes ces choses-là, je pense que c'est important de signaler. Je n'ai pas entendu parler de sport du tout depuis le début. Oui, moi je voulais rebondir sur cet aspect artistique. Pour travailler avec les habitants, pour les amener à s'exprimer, et bien effectivement, nous avons recruté une de nos salariés, qui est d'ailleurs dans la salle, et qui est une artiste, puisqu'elle nous accompagne dans la facilitation graphique. Et c'est elle qui accompagne aussi les personnes en difficulté dont je parlais tout à l'heure, mais qui nous accompagne dans tous nos programmes, parce que c'est un outil, effectivement, pour faciliter le dialogue. Puis nous avions lancé il y a quelques années, au moment d'ailleurs du confinement, un programme artistique, l'art et le climat. Enfin, mais je voulais rebondir aussi sur ce moyen en fait de rester en lien avec les habitants. Moi je crois qu'il faut chaque fois que l'on peut créer des espaces de dialogue, à chaque moment créer des espaces de dialogue. Nous on essaie d'en créer, et vous aussi à Questenberg Communauté, autour de parcelles forestières, parce que je trouve aussi que recréer le lien avec la nature, c'est également un bon moyen de se réapproprier notre environnement, et puis le changement climatique, apporter des informations techniques, concrètes aux habitants, donc autour des plans tout simplement, et puis regrouper des habitants qui ont quelquefois des objectifs différents, comme des entreprises, des associations environnementales, des jeunes, donc créer des espaces de dialogue en extérieur bien sûr, mais aussi en intérieur en fonction des sujets. Je pense que c'est un bon moyen de maintenir ce lien entre des élus qui sont quelquefois assez éloignés, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas ici, je ne l'ai pas suffisamment dit, mais les élus ont été les habitants ont été présents à chacune de nos activités, mais les élus étaient très présents aussi. Je remercie parce que c'est important, c'est eux aussi qui emmènent la population. Enfin, donc c'est essentiel, et leur présence, on l'a vraiment apprécié. Donc voilà, des espaces de dialogue tout le temps. Joël, un petit mot aussi presque de conclusion. Oui, par rapport à la population citoyenne et citoyens, ils nous demandent souvent qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense à la politique nationale, parce qu'ici, la preuve est que la démocratie locale peut véritablement vivre, et d'une façon intéressante. Par rapport aux politiques nationales, j'y ai passé un petit moment, comme Cédric, j'ai vu comment ça fonctionnait. Il se trouve que dans les 2 mois qui viennent, alors si on retrouve un gouvernement, il y a 2 propositions de loi qui vont être examinées. L'une visant à réhabiliter les haies, préserver les haies et les réhabiliter, parce qu'on dit oui, il y a les plans haies et tout. Pour le moment, l'année dernière, il y a encore eu 23 000 km de haies qui ont été démolis. Donc il s'agit de stopper l'hémorragie et d'encourager, de forcer à la reconstruction de haies. Ça, c'est la première proposition de loi. La seconde, c'est une proposition de loi visant à interdire les pesticides sur les périmètres, sur les aires de protection de captage. Tous les jours, on a des résultats d'analyse scientifiques et fondés sur les métabolites, sur
les différentes molécules qu'on retrouve dans l'eau. C'est simple, hein, eh bien, elles sont mauvaises pour l'eau, on commence par les interdire là. On m'avait dit, avant la loi Labbé, ouais, mais il faut pas, les maires sauront faire, laissez-les faire, les jardiniers aussi. J'étais convaincu, j'ai réussi à trouver une majorité, et la loi s'est appliquée, et plus personne ne s'en plaint maintenant. Sur ces sujets, eh bien, je m'adresse à vous parce que partout en France, plein de gens ne savent pas qui sont exactement leurs députés ou leurs sénateurs. La première des choses, c'est de les identifier. Et ensuite, quand il y a ce type de proposition de loi, il n'y a pas besoin d'être agressif pour ça, gentiment leur demander, mais alors toi, vous qui nous représentez, quelle va être votre position là-dessus? Et maintenant, on sait, après les votes, qui a voté quoi. Et les collègues, ex-collègues, devront assumer. Et ça, rapidement, ça pourra changer la face du monde. Merci Joël. Et Cédric, j'avais envie, il y a un mot qu'on n'a pas entendu quand même dans tout ça là, c'est quand même le mot capitaliste. Je sais pas, parce qu'à un moment, quand on parle de tout ça et qu'on dit justement que on dit des choses, on met des choses là et qu'à côté de ça, eh ben, ça bouge pas. Donc je repose la question un peu à vous élus, on parle beaucoup de lobbying, est-ce que c'est quand même ça qui fait que c'est un peu le bordel? Ça fait partie des problèmes. Il y a, pour continuer sur la politique, sur la question agricole, sur la question des politiques agricoles, il y a quelque temps, il y avait ce film qui a eu un certain succès, Goliath, dans lequel on parle de pesticides, justement, et de lobbying. Et j'officiais à l'occasion de l'avant-première dans une salle parisienne. Et parmi nous, on avait des invités qui connaissaient bien le sujet, dont un qui était un CNRS hyper spécialiste du sujet des néonicotinoïdes et qui allait assister. Et je me demandais, quand il va découvrir le film, est-ce qu'il va dire « ouais, c'est un peu outré, le film tel que c'est un peu caricatural ». Pas du tout, il m'a dit bah, « ce film, on croirait un documentaire tellement il est réaliste ». Et le film a été effectivement travaillé avec 2 anciens lobbyistes qui ont montré quelles étaient leurs techniques, comment les choses, voilà. Et on reconnaît très bien, quand on est en politique, certaines situations qu'on voit dans ce film. Donc, bien sûr, ça fait partie des problématiques. Alors, dès qu'il y a des grands intérêts propres qui jouent leur agenda, bien sûr, ils vont envoyer toute une pléthore d'actions qui sont efficaces. C'est l'ouvrage important de Naomi Oreskes et Eric Conway, Marchand de doute, très important ouvrage pour comprendre la problématique écologique en général, et qui analyse pas seulement les exemples liés au réchauffement climatique, mais aussi ceux liés à l'industrie du tabac, la question de la cigarette et du cancer des poumons, la pollution chimique, les questions des pluies acides et tout ça, et qui montre que c'est un facteur majeur. Maintenant, attention, on a, à contrario, l'autre problème dans les économies planifiées, ça a été dans la Russie soviétique et tout ça, où l'énorme intérêt, l'énorme machine qui représentait ses propres intérêts, c'était plus une entreprise, mais l'État même, la couche d'administration étatique, dont l'objectif était de se préserver elle-même et de s'imposer elle-même, et qui a été finalement un désastre écologique tout aussi terrible que le capitalisme. Alors maintenant que tous ces États communistes se sont effondrés, on ne peut plus trop faire la comparaison. Mais à l'époque, avant la chute du mur de Berlin, on voyait le désastre écologique était le même de part et d'autre. Donc c'est une question d'intérêt public, d'intérêt de la planète, ou de défense d'intérêts constitués qui sont dans un cas les intérêts d'entreprises privées ou dans l'autre cas les intérêts de la nomenclatura, de la couche qui est au pouvoir. Eh ben, 2 minutes 30, bravo. Boris, c'est à toi de conclure. Est-ce que, avec nos invités qui sont là, tu es content et t'es bonnes des réponses et que tu es capable de nous faire un résumé en 2 minutes 30 de comment tu as réussi une transition écologique socialement juste sur les territoires ruraux? Eh ben, en fait, il y a déjà des pistes qui apparaissent, le plus de zones de dialogue. Je pense que c'est le point, et Dominique, tu as raison, c'est le point le plus important. Si on revient sur le sujet, parce que effectivement le sujet alors moi j'aime bien parler de l'alimentation plutôt que l'agriculture, parce qu'en fait l'alimentation ça nous inclut nous citoyens dans le sujet, puisque les agriculteurs, même s'il y a des lobbyistes potentiellement, même s'il y a des très grands groupes chimistes qui poussent l'agriculture vers cela, c'est bien parce que notre alimentation, et Cédric l'a dit après-guerre, et s'est orienté vers cela.
Et donc moi, le propos qu'on tient avec Patrice depuis longtemps, et on discute avec tous les intervenants sur ce sujet-là, c'est il faut bien qu'on se mette tous autour de la table, y compris exactement la table à manger. La convivialité fait partie du sujet, mais on ne pourra pas faire sans le monde agricole pour avancer. Donc, il faut créer cette zone de dialogue forte. Alors, celle dans laquelle il faut aussi qu'il y ait les citoyens, parce que un des sujets qui n'avance pas pour moi sur le sujet de l'alimentation, Joël a parlé de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est qu'autour de la table, il y a des hommes politiques, il y a des entreprises, il y a les agriculteurs, et il y a très rarement les citoyens autour de la table, au prétexte qu'ils ne comprendraient pas le sujet. Il s'avère qu'à chaque sujet qu'on travaille dans nos communes, qu'on soit sur la voirie, qu'on soit sur les espaces verts, qu'on soit sur l'aspect social. On a mis en place une mutuelle sociale sur notre commune, une mutuelle communale, pardon. On a travaillé avec des citoyens et au final, ça se passe toujours bien. Sur l'alimentation et sur l'agriculture, moi, je pense qu'il faut qu'on se mette autour de la table et du coup, c'est l'objet du plan alimentaire territorial. Parce que les agriculteurs sont des gens extrêmement intelligents, les citoyens sont des citoyens sont tous intelligents, et je fais le pari, moi, de l'intelligence collective. C'est le pari qu'on fait sur tous nos projets au niveau intercommunaux. Quand on est sur la culture, il y a eu un forum il y a 1 an à peu près de cela sur c'est quoi l'art dans notre territoire, et il y a des citoyens engagés, des artistes qui viennent, et ça fonctionne. Ben, sur l'alimentation, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de mener le même dialogue avec ces agriculteurs-là, parce que d'une part, c'est de nombreuses familles du territoire, premièrement. D'autre part, c'est eux qui ont façonné le paysage pendant les 50 et même les 200 dernières années, puisque avant même la révolution qui est post-de-guerre, il y a eu déjà ces éléments-là. Donc en réalité, il faut qu'on ait cette zone de dialogue-là, et on n'a pas le choix en réalité, parce que eux, ils souffrent d'être agribashés. Nous, on peut souffrir parce qu'on voit des choses qui dans le paysage nous plaisent pas. On a eu récemment des arbres qui sont tombés sur des haies et ça n'a pas été planifié, ça n'a pas été fait dans les normes, et du coup les citoyens sont venus me voir moi en me disant monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, et donc en fait ce qui nous manque, c'est ces zones de dialogue là. Et en tout cas moi, l'objet de ce forum et la question qui était là, c'est pour que ça soit juste socialement, il faut absolument que tout le monde soit autour de la table, parce que sinon on exclut. Et si on exclut, on crée des conflits, et si on crée des conflits, il y a des malheurs qui arrivent. Au-delà des malheurs écologiques, il y a des malheurs sociaux, voire pire, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis actuellement, où à force d'avoir voulu exclure l'autre au prétexte qu'il, dans l'histoire, il avait fait mal les choses, on en est à pas une guerre civile, mais il y a une guerre qui peut apparaître aux États-Unis parce que les gens maintenant ne se parlent plus et sont très opposés. Donc la voie du dialogue est probablement la seule possible, celle qui est devant nous. Un très petit mot en réaction. Effectivement, c'est complètement vrai. La figure majeure, c'est celle du passeur, du médiateur, qui arrive à faire le pont entre l'un et l'autre. Pas facile pour les scientifiques. Dans le contexte des banlieues, il y a une initiative qui a été remarquable ces dernières années, qui fait beaucoup parler, qui s'appelle Banlieue Climat. Ferris Barkat, Kefiou, Sana, Saïdouli et d'autres. Et on a là des jeunes connaissant bien la banlieue, issus de milieux extrêmement modestes, fils d'ouvriers, immigrés et tout ça, qui sont mis, et puis un rappeur, qui sont mis dans le projet de former des jeunes de banlieue, sans aucun appétit pour ces sujets-là, en connaissant leur code, avec la rigueur scientifique et les contenus des rapports du GIEC, et la forme et les références culturelles. J'ai vu les résultats et les films, j'étais juste bluffé. Je témoigne qu'à l'Académie des sciences, malgré des années à tenter de faire ça, on n'a jamais eu de succès significatif là-dedans. Là où les jeunes, avec leur bon état d'esprit et bonne culture, ils arrivent à faire quelque chose. Ici, je découvre Climaction, qui est un nouvel acteur pour moi. Peut-être c'est le chaînon qui, dans le milieu rural, est là important, mais cette notion de qui est autour de la table et qui peut faire passer les choses est majeure. Et là, dernier, je vais faire juste une vanne que je cherchais plus tout à l'heure, il m'a donné l'occasion. Puisque tu as parlé de la convivialité autour de la table, ce concept cher à Ivan Illich, on peut dire qu'autour de la table ce soir, il y avait Yvan, Boris et moi. C'est une private. Messieurs, dames, on va passer maintenant aux questions du public.
Alors je vais vous demander si vous avez des questions, plutôt des questions courtes, vous présentez, et puis on va faire un truc nouveau cette fois-ci, on va faire un gars, une fille, un gars, une fille, un gars, une fille. D'accord? Parce que ce matin, il n'y a pas eu beaucoup de filles qui ont pris la parole. Donc on commence avec une fille. Ah ben voilà, c'est bien, impeccable. Donc question rapide, quoi, hein, si c'est possible. Pas trop à délayer le machin. Merci pour toutes ces interventions. Je rebondirai sur alimentation santé. Mais déjà, la première des choses, c'est que chacun d'entre nous va vers la facilité et trouver des compensations quand on doit réduire quelque chose. Si on commence par l'alimentation, les gens vont vers l'alimentation transformée, ultra transformée. Moins de temps, plus facile. Donc, comment est-ce qu'ils vont trouver une compensation sur une alimentation unitaire, directe, mais où il faut qu'ils fassent la cuisine? Une petite suggestion, pourquoi on n'accentue pas les différences de TVA et de taxation entre ceux qui produisent des aliments unitaires et ceux qui produisent des aliments avec plein de compléments? La deuxième remarque que je ferai, c'est que derrière ça aussi, pour travailler par exemple en écologie, il faut un savoir. Et il y a une rupture de savoir. Et moi qui suis du domaine de la santé, je dis on a le même schéma au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'actuellement, on va vers des systèmes de planification, de protocoles, c'est un appauvrissement de la créativité et de la richesse. Donc comment, localement, on recrée la créativité? Et je pense que les territoires ruraux ont beaucoup plus de capacité à recréer de la créativité parce qu'ils ont plus de possibilités d'observation, de recueil de leurs informations sensorielles. Alors, vous avez compris la question? Non, c'était des remarques sur l'alimentation, et puis s'il y en a qui veulent répondre, ils pourront reprendre. Je pense que le travail d'éducation est un élément clé. En revanche, sur la notion de rapidité et de facilité, alors il s'avère que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'agroalimentaire, donc je connais effectivement très bien le sujet. En réalité, fabriquer un repas, c'est pas plus long. C'est même en utilisant que des ingrédients bruts, c'est plus rapide maintenant qu'il y a 60 ans ou il y a 40 ans en arrière. Et là, c'est plutôt un vrai problème de société à mettre sur la table, c'est quel temps on passe à faire les choses. Évidemment, même si on s'en défend, on a quasiment tous des téléphones portables, on passe énormément de temps à faire d'autres choses qu'on ne faisait pas avant et qui ont mangé sur le temps de fabrication du repas. Et du coup, on va vers cette facilité. Et puis après, il y a le temps aussi qui est passé, et ça c'est un autre volet du plan climat sur lequel on commence à travailler, c'est les transports. C'est-à-dire que le transport rapide, celui de la voiture, celui du train, celui de l'avion, nous a pas permis d'aller plus vite. Il nous permet juste d'aller plus loin. Et avant, notre travail était souvent très proche, et maintenant il est beaucoup plus loin. Et ça, c'est du temps, entre guillemets, perdu, parce qu'effectivement, quand on est dans les transports, on n'est plus actif à grand-chose. Alors, c'est des problèmes de santé, parce que quand on se déplace dans une voiture, on ne met pas en mouvement son corps, et c'est des problèmes que ça réduit notre temps disponible pour faire des choses ensemble. Et c'est là où l'éducation et l'aménagement du territoire doivent amener des réponses, mais le problème, c'est que cette révolution elle est très, très difficile à faire, parce qu'on a glissé, comme tu l'as dit, depuis 50 ans dans ce modèle-là. Donc réapprendre à fonctionner différemment, et là il peut y avoir des outils numériques qui peuvent nous aider. Effectivement, travailler moins loin, mais travailler à domicile une partie du temps, ça peut nous aider. Et puis je redis, l'éducation à l'alimentation, effectivement, c'est très 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 important. Revenir à des cours d'art ménager, quoi, art de cuisine. Hein, on va peut-être pas revenir au cornet, apprendre à cuisiner, quoi, tout simplement, quoi. Une autre question. Ah, bon, voilà, ça va de partout. Merci aussi aux différents intervenants tout à l'heure, c'était très intéressant. Gérard Lenevet, j'habite Castelbert depuis de nombreuses années, depuis 45 ans, et j'habite dans un secteur, un petit village situé à 3 km à peu près de Castelbert, et tout autour de chez nous, on a des champs, et on est confronté régulièrement avec la pulvérisation de pesticides.
là où on essaye, comme Boris disait tout à l'heure, d'essayer d'avoir un dialogue, c'est très difficile. Et non seulement cela, on n'a aucune référence en termes de législation, savoir quelles sont les distances possibles pour ce genre de pulvérisation. Si ils peuvent pulvériser lorsqu'il y a 30 km de vent, enfin, etc. Donc ça, on est un peu démunis, on ne sait pas du tout comment on peut entamer un dialogue ou tout au moins avoir les informations précises sur ce sujet. Une question très opérationnelle. Je pense que c'est une bonne question. Il y a des représentants... je vois Gilles qui fait partie du comité aménagement chez nous, il y a des élus, je vois Alain qui était dans la salle, mon adjoint à l'agriculture, cadre de vie ruralité. Et du coup, on va se dire les choses, organiser une réunion pour discuter de ces sujets-là, parce que moi je ne suis pas à critiquer, je sais très bien que les agriculteurs, ils ont évolué dans leur pratique depuis toujours, et qu'ils essayent de faire au mieux dans le cadre qui est le leur. Et donc moi je pense que c'est important qu'ils viennent se présenter sur ces sujets-là. C'est important que ceux qui n'utilisent pas du tout de pesticides puissent présenter aussi la manière dont ils travaillent, que ça soit en cohérence. Donc on se note dans un petit coin, Alain, il est tout en haut, on se note dans un petit coin, pour moi de créer un espace de dialogue sur ce sujet-là, c'est vraiment intéressant. Un mot. Je suis entré en 2017 au Parlement en me disant... Le plus gros enjeu de la politique aujourd'hui, c'est l'articulation entre technique et politique, les questions numériques et tout ça. Je suis sorti du Parlement en 2022 en me disant le plus gros enjeu aujourd'hui pour la société, c'est le modèle agricole. Enjeu écologique numéro 1, enjeu de santé numéro 1, enjeu de soutenabilité globale numéro 1. J'ai découvert la complexité du sujet médusé au Parlement, complexité technique, complexité politique. Et découvert aussi à quel point, quand on s'intéresse à la question de transition, c'est même le sujet central numéro 1. Vous regardez le plan de transformation de l'économie française mis sur la table par le Shift Project, et on peut, certains n'aiment pas tel ou tel aspect de ce plan, ok, mais en tout cas c'est le seul laboratoire d'idées qui a fait le travail jusqu'au bout, c'est même plus qu'un laboratoire d'idées, il y a toute la communauté des shifters qui est avec, jusqu'au bout pour dire pas seulement les réorganisations macro à grands traits, mais aussi dans les métiers, qu'est-ce qu'il faut réorganiser. Le plus gros chamboulement dans leur plan, c'est au niveau de l'agriculture, où ils préconisent un chiffre phénoménal. Et si on veut avoir la trajectoire durable, il faut en gros doubler le nombre d'agriculteurs sur le sol français en une génération. Doubler, alors que la démographie fait exactement l'inverse. C'est une division par 2 qui s'annonce. Et donc là, vous voyez évidemment que quand c'est là, s'il n'y a pas non seulement ce sujet qui est placé comme sujet central dans la société, pas juste à coup d'engueulade autour de tel ou tel décret, mais placé comme comment ça devient un sujet central, comment est-ce que l'agriculteur se retrouve en figure valorisée, fière, avec des bonnes conditions de travail. C'est le même débat que pour les enseignants, hein. On peut discuter tant qu'on veut des programmes de l'école, mais tant que le professeur ne sera pas revalorisé, ça ne sert à rien de discuter des programmes et des horaires. Tant que l'agricultrice n'est pas revalorisé, on n'y arrivera juste pas. Et donc, les détails techniques qui viennent avec, il ne faut pas croire qu'on a là, comme ça, le truc tout près qui sort des études scientifiques. D'abord, c'est un sujet dans lequel les laboratoires privés ont 10 fois plus d'informations que les laboratoires publics. Et ensuite, c'est un sujet qui est tellement contraint par les impératifs, les visions politiques et tout ça, que c'est extraordinairement difficile de l'aborder, je dirais, calmement, posément. C'est un sujet qui doit être traité avec passion et par l'ensemble de la société, bien placé comme un sujet central. Bravo. Alors, une dame, pour commencer, est-ce qu'on fait un go, une fille, un go, une fille, un go, une fille? Est-ce qu'il y a une fille qui a envie de poser une question? Ah ben voilà, très bien, super. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, je suis Eva, je suis chargée de mission sur le contrat local de santé Est-Morbihan. Et voilà, moi je voulais souligner l'importance du lien entre la santé et l'environnement, que ce soit sur notre santé mentale et sur notre santé physique, parce que dans tous les thèmes que vous avez évoqués, que ce soit l'accès au sport, l'alimentation ou encore voilà, l'urbanisme, nous, en tout cas, on y travaille.
Et on souhaite développer les partenariats en ce sens. Et je suis très contente d'être venue parce que j'ai découvert plusieurs associations que je ne connaissais pas, notamment Climaction. Donc si à l'avenir on peut travailler ensemble, ce sera avec plaisir. Je vais juste rebondir là-dessus. Je ne sais pas si les collègues veulent rebondir, mais il y a 10 jours, 15 jours, avec Alain, toujours l'adjoint, on était à l'Assemblée Générale de la Boc d'Or Randonnée ici. Et du coup, j'ai fait un petit discours, j'ai précisé que j'étais toujours content d'avoir des associations parce que ça fait la vie du territoire. Et j'ai conclu le sujet en disant, vous travaillez pour le gouvernement parce que, à force de faire, ils font de la rando santé, mais ils font de la rando tout court, vous baissez le coût de la sécurité sociale par votre travail, bien plus que tout un tas de choses. Parce que, exactement. Et donc, c'était important et ça m'a amené la réflexion de comment les associations qui, finalement, par leur activité normale, la Boc d'Or Randonnée, par principe, c'est de faire de la randonnée. Mais comment on valorise finalement le travail énorme qu'ils font en termes de santé publique, parce que, je ne sais pas combien il y a d'adhérents, mais c'est 200 ? C'est ça qui m'est donné, 200 adhérents, et ben ils font un travail qui est hyper pointu d'aller voir 200 personnes qui, tous les jours, marchent sur le territoire. Ils sont dans la nature, la plupart du temps. Ils ont travaillé avec nous au lancement de l'Atlas de la biodiversité, et c'était un moment extraordinaire. Et ben du coup, on est dans les mêmes notions, finalement. Ils œuvrent pour la santé. Tu peux pas dire la même chose à un café tabac PMU, quoi. C'est ça le truc, quoi. Tu peux aller marcher, et après aller boire un café. Tu vas acheter ton paquet au de clopes, PMU. tu vas remarcher, Exactement. tu bois ton petit pastis, puis après tu vas remarcher. Une question rapide, oui, s'il vous plaît. J'ai beaucoup aimé vos interventions, surtout celle de Joël, parce que je trouve que dans les années 90 et 2000, on parlait beaucoup de développement durable, et depuis qu'on est passé à la transition écologique, énergétique, on ne parle plus de développement durable. Or, ce qui est intéressant dans le plan alimentaire, c'est qu'on est en plein dans les circuits courts, le développement durable, et on fait de façon systémique des économies sur beaucoup de choses. Et sur 1 euro qui serait mis, par exemple, sur un plan comme celui-là, on gagnera en santé, on gagnera en pollution, on gagnera en transport, on gagnera tout ça. Donc aujourd'hui, à un moment où les données publiques sont de plus rares, c'est vachement important d'avoir une analyse systémique et de travailler sur les territoires. Et je trouve que le mot territoire n'a pas été assez développé dans vos interventions. En plus, on est dans une communauté qui va avoir un nouveau pluie. Ça va être un enjeu phénoménal. Comment faire en sorte aussi, on n'a pas parlé d'habitat, avoir des territoires qui soient équilibrés et notamment lutter sur les passoires énergétiques, un certain nombre de choses, sur les déplacements par rapport à réfléchir. Je connais des communautés où il y avait sur l'attribution des HLM, le rapport entre le déplacement du HLM à l'emploi et ceux qui écourtaient leur déplacement avaient la HLM pour avoir un gain à la fois de pouvoir d'achat et à la fois en termes de pollution, de temps de trajet, de stress, etc. Alors, dans ces cas-là, on sait que c'est le bordel sur Vannes, pratiquement tous les jours, malgré le train. Je pense que la façon de financer les collectivités locales fait qu'il y a eu aussi la course à la carotte, c'est avoir le plus d'industrie possible sur son territoire pour pouvoir développer une certaine économie, mais qu'on a entraîné un déséquilibre des territoires dans un pays qui, depuis la Tatar, n'a pratiquement plus de politique d'aménagement du territoire global. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça que je demande, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir peut-être une intercommunalité qui permettrait de rééquilibrer les territoires entre eux et de faire en sorte qu'il y ait un plus de partage sur l'habitat, sachant qu'on a plus intérêt de vivre dans une communauté de communes comme celle-là, moi je viens de l'Aglo d'Angers, que dans certaines grandes agglomérations, et surtout dans toutes les politiques. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que l'espèce humaine n'est ni plus ni moins qu'une espèce animale, qu'elle a besoin effectivement d'un rapport, sinon permanent, au moins régulier avec la nature, et qu'elle a besoin de baigner. D'ailleurs, les Canadiens là-dessus, sur l'aménagement d'un territoire, sont tout à fait convaincus de ça. Alors la question, moi je dirais... Oui, je peux intervenir rapidement. Laurent, à toi. Alors, 2 choses. Je parle avec mon chapeau d'ancien élu adjoint environnement à Arzon.
où se pose directement ce problème d'aménagement de territoire, parce qu'avec l'arrivée touristique, en particulier des gens qui viennent du sud pour ne pas avoir trop chaud la nuit, ben, le terrain passe à 500 ou 1000 euros par mètre carré, rendant impossible l'habitat pour les jeunes qui travaillent sur le coin. Il y en a besoin de beaucoup, hein, c'est touristique, hein, presque de Ris, et qui viennent de 30-40 km de l'intérieur, peut-être de Questenberg d'ailleurs, sur un jour ou autre, pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est un problème critique. Et effectivement, ben, on voit que là, c'est un problème politique, tout simplement. Hein. Le maire décide ou pas, il a un terrain disponible, il n'en reste plus beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Est-ce qu'on construit des HLM? Et on négocie avec l'organisme des HLM ou est-ce qu'on prend profit du contrat où on peut demander 25% là, dans chaque programme de construction pour avoir des logements HLM. Il y a des tas de solutions, et ça c'est politique. C'est vraiment, et l'ennui, c'est que les choix politiques généralement, c'est à court terme pour ramener de l'argent à la commune, c'est pas à long terme pour faire un équilibre. Donc là, pour moi, c'est vraiment de l'activité politique locale. Il faut agir pour élire les élus qui feront du bon boulot respectueux des copains. Parce que si on ne fait pas ça, ben, ça peut évoluer n'importe comment. Donc je pense que pour moi, c'est ça le problème critique. Il faut aussi que les citoyens, on n'a pas parlé beaucoup, mais s'intéressent à la politique locale, discutent avec les gens qui ont les capacités pour devenir élus, et parce qu'ils ont une bonne connaissance des facteurs qui permettent d'influencer sur son futur. Ça fait partie du jeu, ça aussi. La politique locale, ça se construit, et les prochaines élections municipales, c'est dans 3 ans, hein, donc on a le temps c'est dans 3 ans, hein, on a le temps de réfléchir vraiment. 1 an et demi, donc même 1 an et demi, on a quand même le temps de préparer que la commune évolue. Parce que c'est vraiment à l'échelle locale, je pense. Sinon, pour la deuxième question, le côté justement supra-communal, pour avoir les connaissances, pour pouvoir regrouper les moyens d'agir, ben, en principe, il devrait exister, par l'État, avec les outils, la DDTM, 2, par les États, par le département, et 3, par rapport à la région. Moi, je fais partie du Haut Conseil breton pour le climat, et actuellement, on a un peu de mal à se mettre en route. On a décidé de se mettre en route. Pour l'instant, on fait des forums tout autour de la Bretagne. On fait une journée complète de forums, justement un peu comme ça, mais sur toute la journée. On en a fait un à Lorient, on en a fait un à Brest, on en prépare un à Saint-Brieuc, et ça serait bien qu'il y en ait un qui descende par ici, et pour lequel on met en face les élus au niveau de toute la Bretagne et les scientifiques et les locaux pour résoudre ces problèmes par rapport à la transition. Effectivement, le développement durable, ça rentre dans le système, parce que c'est un des outils pour faire une transition qui marche, mais la transition, on parle beaucoup de transition écologique. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas comme le mot climat dedans, parce que le climat va être l'énorme impact qui fait que de toute façon, la biosphère va être complètement changée à cause des changements climatiques, mais on fait partie de la biosphère, donc c'est tout le système. Donc je m'arrête, mais c'est important d'avoir la dimension locale. Tous les gens peuvent être acteurs et doivent être acteurs au niveau local, et puis après, effectivement, pouvoir agir. Petit ajout, 2 chiffres à garder en tête, 2 nombres à garder en tête, à la louche, sans que ça ait un sens précis, mais que c'est bon pour garder les ordres de grandeur en tête. Juste sur la question climat, c'est-à-dire sur la question carbone, qui est certes majeure, mais plus simple que la question biodiversité globalement. Quand on regarde les efforts et les transformations souhaitées, à la louche, c'est 2 tiers local, 1 tiers national. Et à la louche, c'est 1 quart individuel, 3 quarts systémique. Par individuel, j'entends les changements de comportement individuels, mais même si tout le monde change son alimentation, change son mode de transport, etc., ça fera qu'1 quart du chemin, les 3 quarts étant proposés par les choix de société, les infrastructures, les administrations, etc., etc. Il y a une étude précise de Carbone 4 là-dessus. Gardez en tête dans tout, pour évaluer où est-ce que l'impact doit être prioritairement vu.
J'ai juste un mot à dire, parce que j'ai oublié d'en parler, mais j'ai regardé un petit peu ce qui se passait et j'ai découvert une enquête IFOP sur les territoires ruraux dont les résultats ont été présentés à l'Assemblée générale de l'Association des familles rurales en octobre dernier, qui montrait que les territoires ruraux, s'ils ont eu cette impression d'abandon, un abandon parce que l'accès à la santé, l'accès aux services publics, l'accès au commerce de proximité, évidemment, ne sont pas identiques par rapport aux territoires urbains. Eh bien, ces territoires ruraux sont par contre très dynamiques, plus que la moyenne nationale, concernant les transitions écologiques qui sont beaucoup plus dynamiques pour trier les déchets, pour la rénovation de leurs bâtiments. Alors, ils sont en demande évidemment de transport collectif. Ça, on ne vous apprend rien, c'est un sujet essentiel pour les territoires ruraux. Mais moi, je voulais terminer en disant mon optimisme, parce qu'on vit dans des territoires ruraux qui sont extrêmement dynamiques, extrêmement positifs et prêts à agir. Oh ben ça, c'est une belle conclusion. Ben, j'allais rebondir typiquement parce que là, il est 17h et qu'il faut absolument qu'on conclue. Merci beaucoup. Non, mais je vais rebondir là-dessus parce que on a dit des choses qui étaient significatives, importantes et qui n'étaient pas toujours très joyeuses. Plusieurs éléments. Premièrement, ça c'est ce que je ne cesse de dire et que j'ai redit aux parlementaires que je croise très régulièrement, la solution unique de fonctionnement des territoires n'existe pas. Dans le Morbihan, une ville de moins de 100 habitants, Édic. Dans la Marne, 100 villages de moins de 100 habitants. On ne peut pas regarder l'aménagement du territoire de la même manière quand on est dans la Marne et quand on est en Bretagne. Ça devrait nous améliorer dans notre manière d'aborder les sujets. Deuxième sujet, on a devant nous, on en a commencé à en discuter hier en séminaire finance, le sujet de la mobilité sur notre territoire, qui est le gros enjeu, parce que jusqu'à présent, il y a plein de choses qui ont été réfléchies en matière de mobilité dans les grandes villes, parce qu'elles étaient sous contrainte. Il n'y avait pas de place, il y avait trop de voitures. Nous, on n'a pas de bouchons à Questembert, mais par contre, on a des besoins extrêmement forts de mobilité. C'est un des champs qui est devant nous, probablement pour le mandat suivant, au total, avec l'étude, le diagnostic et les choix à faire. Ça, c'est le deuxième point. Et le dernier point, et c'est pour ça que moi je suis très positif, quand je vais au congrès des maires, je discute avec mes collègues. Quand on parle de la Loisanne, tout le monde grogne parce que ça ne fonctionne pas. Déjà, si vous prenez la première table ronde au congrès des maires, c'était la loi climat et résilience Lausanne. Gardons l'objectif, changeons la méthode. Ben oui, parce que souvent, c'est juste la méthode qui a bloqué tout le monde. Et en Bretagne, et là je vous le dis, c'est comme un message d'espoir, on est un des rares territoires où on s'est pris en main collectivement, avec des défauts, avec des difficultés. Joël Tribanier est là, qui est en charge de ce sujet-là, Questembert Communauté, Patrice le sait bien. On n'est pas satisfait d'avoir eu les 86 hectares, mais sauf qu'on est un territoire, on a réussi à sortir un chiffre pour notre territoire. L'Interscot, qui était la totalité des schémas de cohérence et d'orientation territoriale de Bretagne, s'est mis autour de la table pour discuter de ces sujets-là. On est un territoire qui a une richesse très forte. Et je reprends ce qu'a dit Véronique Lucas quand on a fait le diagnostic agraire. Elle a dit le territoire de Questembert a une chance énorme. Elle a une histoire extrêmement forte de coopération issue du monde agricole. J'ai parlé de la JAC tout à l'heure, mais on a les CUMA qui sont encore très très fortes sur le territoire. Une capacité d'entraide que peu de territoires ont en termes agricoles. Et il faut qu'on s'appuie sur ça. La solidarité, elle existe aussi en termes sociaux. On a la chance d'avoir 2 centres sociaux sur le territoire qui sont des zones où on s'entraide. Et ben, il n'y a qu'en travaillant collectivement sur des sujets qui sont très ardus. On a parlé de l'alimentation et de l'agriculture, on a parlé d'aménagement. Moi, je pense qu'on a tous les outils pour y arriver parce qu'à chaque fois qu'on se met autour de la table, à chaque fois qu'on propose des solutions un peu innovantes, la population réagit. La politique déchets, c'est un succès et ça continue à l'être sur notre territoire. La politique sociale, elle est difficile à mener, mais c'est un succès sur notre territoire. Et ben, du coup, le plan climat, on a vu qu'il y avait plein de choses. Il y a encore plein de choses à faire devant nous. Mais moi, je pense que tous les ferments sont là pour que ça fonctionne parce qu'on a des forces vives sur le territoire sur lesquelles nous, on va continuer de s'appuyer.
Voilà. Et ben voilà un beau mot de la fin qu'on peut applaudir. Merci. Merci bien. Bon, on a un peu dépassé le créneau de 20 minutes. Merci beaucoup. Vous pourrez revoir donc cette émission sur la chaîne YouTube tvlen.com, le temps de faire un petit montage. Je tiens à remercier Gilbert, alias Rémi Duquesne, qui sera à la vidéo et au montage. Et puis on a Robin qui était là aussi pour nous aider. C'était une animation proposée par la compagnie Orange Givré. Et ben maintenant c'est l'heure du goûter et du médicament. À bientôt. Merci à toutes et à tous.